Coach Yes. Sim, merci d'être de retour pour une deuxième fois. Comment on se Ben sent oui. de revenir? Écoute, je trouve ça toujours drôle parce que, tu sais, j'ai mon propre podcast aussi de mon bord, fait que je trouve toujours ça inhabituel, disons, d'être un invité plus que le host. Fait que, mais je trouve ça le fun. Merci de la réinvitation. Ça fait plaisir pour ceux justement qui te connaissent peut-être un peu moins, qui sont comme Ah, c'est la première fois que j'entends parler de lui. Podcast épisode numéro 47. C'était 1h45, là, fait qu'on a en masse de stock. Si vous Ouais, on voulez avait jasé connaître pas mal. ton parcours de secondaire jusqu'à où tu es présentement, là, vous Ouais. pourriez aller épisode numéro 47. Mais aujourd'hui, pourquoi je te réinvite une deuxième fois? C'est pour explorer un concept. C'est la première fois que, en tout cas, je pense pas qu'au Québec, j'ai déjà vu un podcast qui fait ça. Aux États, oui, c'est de là que je me suis inspiré. Et Ouais. l'objectif d'aujourd'hui, c'est de passer le plus de threads ou de tweets, appelez ça comment vous voulez, en une Ouais. heure que toi t'as écrit. Puis, tu es quand même un peu provocateur dans tes threads, fait que je trouve ça vraiment cool d'en jaser. Fait que je vais commencer à l'instant avec le premier. Tu es au Vas-y. courant de zéro de ceux que j'ai choisis. Fait que le premier, c'est, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais un aliment n'est pas forcément santé juste parce qu'il y a de la protéine dedans. Mhm. Un beigne protéiné reste quand même un beigne. Ajouter un scoop d'iso le rend pas miraculeusement aussi bon que du gruau. Ouais. Ben, je pense que je pense que c'est Jordan Sayat que j'avais entendu, disons, publiquement dire ça en premier. Du moins, c'est lui que moi j'ai vu en premier. Euh, Puis, tu sais, il se fait souvent poser, il fait des Q&A vraiment fréquemment sur son Instagram, puis il se fait souvent poser la question comme qu'est-ce que tu penses des gens les barres protéinées ou mettons c'est quoi les tiennes que tu préfères, puis il dit tout le temps la même affaire. Il dit je trouve toujours que les barres protéinées ça goûte une barre de chocolat, c'est une barre de chocolat qui goûte moins bon mais que ça Mhm. donne qu'il y a de la protéine dedans. Fait qu'il dit, il dit en soi, tu sais, je veux dire, ça reste un aliment qui est ultra transformé, c'est juste que ça donne qu'il y a de la protéine à l'intérieur. Fait que, tu sais, il dit, tant qu'à ça, il dit, je préfère prendre une vraie barre de protéine, pas une vraie barre de protéine, mais une vraie barre de chocolat, mettons, tu sais, genre, j'allais prendre une barre Mars ou whatever, puis je vais me prendre un shake de protéines on the side si je veux compenser pour la protéine, tu sais, je vais avoir le vrai goût de la barre que je veux, puis je vais aller chercher ma protéine on the side. Mais juste le simple fait d'ajouter de la protéine à un aliment rend pas ça automatiquement santé. Je pense que, en tout cas, du moins au Québec, je sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais on est très fort, je pense, sur les barres protéinées, les grenades, ces affaires-là, les ProBites maintenant, là, comme c'est comme Ouais, de shit, là, comme tout le monde se garoche là-dessus. Je pense que je me fais poser des questions dans mes Q&A au moins une fois par semaine là-dessus. ouais. Puis j'ai l'impression que juste parce que les macros et les valeurs nutritives ont l'air intéressantes, que les gens oublient que les aliments qui sont dedans sont pas nécessairement ça coche. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que les gens associent protéines, parce qu'on en parle beaucoup dans le monde du fitness en général, assez automatiquement santé. Je pense qu'il faut faire attention là-dedans, parce que c'est pas parce qu'il y a de la protéine que la composition de ta barre est nécessairement bonne. T'sais. C'est un peu, je le vois comme. C'est peut-être un peu moins pay live, mais la mode du sans gluten. Tu sais, à un Ouais. moment donné, là, c'était comme Hey, j'ai des biscuits sans gluten, j'ai soupé des biscuits sans gluten avec une pizza sans gluten, Mm. puis j'ai déjeuné des crêpes. Tu sais, c'était comme juste parce que c'était sans gluten, le monde était comme I'm good. Je pense que ça ressemble un peu à ça. Ouais, je pense qu'il y a comme des petits trends comme ça. Il y a ça aussi avec, tu sais, il y a eu des gens des labels keto ou whatever, Ouais. ou sans sucre ajouté ou whatever. Je vais reprendre encore Jordan Sayet en exemple. Il avait fait il s'est imposé lui-même un défi 30 jours où est-ce qu'il spikait volontairement son glucose sanguin à tous les jours en mangeant du sucre. Pas nécessairement qu'il mangeait juste ça, mais au moins une fois par jour, il mangeait quelque chose qui avait vraiment du sucre dedans. Puis à un moment donné, je pense que c'est dans ses derniers jours, il avait montré il avait pris une bouteille de jus, genre une bouteille de jus d'orange ou whatever, ou un smoothie, je me souviens plus. Puis c'était marqué sur la bouteille aucun sucre ajouté. Puis là, tu regardes en arrière, puis t'as genre 50 grammes de sucre pareil. Pas de carbs, Ouais. de sucre. Vraiment juste de sucre. Fait qu'il est comme, il dit, faut faire attention au label, puis ce genre d'affaires-là, parce que des fois, tu te fies juste au label, tu vois sans sucre ajouté, t'es comme, ok, ça risque d'être clean de bord, mais tu regardes en arrière, t'as quand même 50 grammes de sucre dedans, tu sais. Fait que, oui, je pense que c'est un petit peu ça. Le sans gluten a été très fort aussi pendant un bout. Là. Je pense que là, on commence à en revenir un petit peu. Là. Mhm. Mais moi, je me souviens quand je commençais à coacher, disons peut-être un petit peu plus
en privé, là, pas genre quand je faisais du coaching dans des gyms publics, là, vraiment plus comme one-on-one, un peu plus suivi, accurate, disons. J'étais très fort aussi sur le faut que tu fasses attention aux produits avec gluten, parce que, tu sais, niveau digestion, inflammation, si ça, finalement, tu te rends compte qu'il y a un paquet de monde qui digère le gluten vraiment très bien, puis comme rendu là, si tu veux en consommer, c'est vraiment pas grave, là, c'est juste, je pense qu'on est très fort sur prendre, disons, je vais pas dire un phénomène, mais quelque chose qui se passe, qui est, mettons, bon, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au gluten, puis on veut l'appliquer sur tout le monde. Puis là, ben, puis ça, on le voit dans plein d'affaires, mais dans l'alimentation, j'ai l'impression que les gens, c'est beaucoup ça. Là, si tu regardes, je pense que tu regardes beaucoup Lane Norton, toi aussi, puis il est très fort à dénoncer du monde qui font ça, là, comme ils vont regarder un mécanisme très spécifique, puis ils vont essayer de l'appliquer sur tout, puis de faire peur au monde, mais finalement, tu regardes les résultats, puis tu te rends compte que finalement, c'est pas vraiment ça. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que les gens ont tendance à embarquer facilement dans des tendances ou des trends ou des affaires comme ça. Puis finalement, mais tu regardes un petit peu plus de façon appliquée, ça a l'air de quoi. Puis finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Mm-hmm. Puis c'est quoi ton avis? Parce que je pense que le Threads, il fit un peu avec la flexible dieting un peu, tu sais, qui est qui est pas nécessairement if it fits your macro dans le temps, ou ce que c'était juste là, tu peux manger n'importe quoi tant que ça fit tes macros. Comme c'est quoi toi ton avis sur la flexible dieting? Tu sais, Lane Norton justement, il en parle quand même souvent. Je suis curieux de savoir ton avis par rapport à ça. Ouais, Lane Norton, il est très fort là-dessus. Alan Aragon aussi, il est très fort Ouais, là-dessus. Je pense qu'il a sorti un livre qui s'appelle Flexible Dieting. ouais. Tu sais, c'est que selon moi, l'idée derrière le flexible dieting est très bien dans le sens où c'est de, c'est de garder en tête que tout dans la modération est correct de consommer. Fait que, tu sais, si t'as envie de prendre un morceau de gâteau de temps en temps, t'as envie de manger une pointe de pizza, tu sais, whatever, de temps en temps, en modération, c'est correct. Tu sais, c'est les gens qui vont dire que, exemple, tu sais, les édulcorants, ça a été très fort il y a pas super longtemps, parce que là, tu sais, il y avait l'Organisation mondiale de la santé qui avait déclaré l'aspartame comme possiblement cancérigène. Fait que là, le monde se sont garochés ces édulcorants à gauche par droite, ça va te donner le cancer, ça va te tuer, puis tu sais, tu regardes ça, puis t'es comme, quand est-ce qu'une personne est déjà morte après avoir pris un Coke Diet, ou un Mhm. biscuit, ou une pointe de gâteau, à moins de s'être étouffé dessus, là, comme, c'est jamais une canette ou un morceau qui va te tuer, fait puis là, c'est eux qui vont te dire, ah non, mais tu sais, je veux dire, c'est plus quand t'en prends beaucoup, ok, fait c'est dans la poison est dans la dose, finalement. Fait que c'est un peu ça avec tout. Tu sais, je pense que tout dans la modération peut être correct. Tu sais, le flexible dieting, je pense que c'est d'apprendre à justement avoir une alimentation généralement saine, disons en plus grande majorité possible, ce qui veut dire que, tu sais, on mange on consomme suffisamment de protéines, on consomme suffisamment de fruits et légumes, on augmente la consommation de fibres, on essaie de diminuer la consommation de produits transformés, et je dis diminuer, non éliminer. Tu sais, comme je pense que les gens focusent trop des fois sur ce qui est optimal sur papier, puis ce qui est réaliste en tant qu'être humain. Puis les gens vont trop focuser sur essayer de viser la perfection en oubliant que l'être humain est jamais parfait. Puis il y a que très peu de gens qui sont capables de ne jamais déroger, de jamais manger le morceau de gâteau, ne jamais manger la pointe de pizza, le prendre un verre ou whatever. Fait que je pense que l'idée avec le flexible dieting, c'est d'essayer d'apprendre à trouver ce qui va être ton équilibre à toi, qui va te permettre de rester en santé, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs physiques quelconques, mais de quand même avoir droit à certains petits plaisirs comme ça, puis de pas se sentir coupable de faire ça non plus. T'sais. Fait que je pense que c'est ça l'idée à la base, c'est juste que il y a des gens qui ont poussé ça tellement loin, puis là, ben justement, avec le If it fits your macros, tu vas manger des burgers à tous les jours, tant que tu le rentres dans tes macros, c'est pas grave, puis ouais, je veux dire, ok, les macros et les calories, c'est une chose, puis oui, techniquement, du moins à court terme, si t'es capable de perdre du gras, même si tu manges beaucoup d'aliments transformés, ça se peut que tes marqueurs de santé s'améliorent pareil, mais il y a un cap à ça. T'sais, à un moment donné, tu pourras pas continuellement manger juste des produits transformés puis t'attendre à ce que ta santé s'améliore non plus. Fait que c'est d'essayer de trouver le juste milieu là-dedans, je pense. Là. Moi, c'est quelque chose qui a changé pas mal après la prep. Parce que, tu sais, pendant la prep, je rentrais tout ce que je mangeais dans une application du style MyFitnessPal là, pour tout suivre à la lettre. Ouais. Puis post-prep, C'est laquelle que tu utilises, toi, déjà? Chronometer. Ouais, c'est ça. J'aime bien ça parce que là, à cette heure, MyFitnessPal, il te charge pour scanner. Pour beaucoup de Ça, choses, ouais. il te charge pas. Puis ça te donne aussi ton nombre de fibres, vitamines, minéraux, etc. Là. Fait que t'as Ce qui est tout. cool, ça. Fait que moi, j'aime bien ça. Puis, tu sais, post-prep, je m'en permettais un peu plus de, ah ben, je sais pas, des céréales.
Moi, j'aime ça les céréales. Depuis que j'ai 8 ans, je tripe là-dessus, ben raide. Ah ouais. Puis là, tu vois, de ce temps-ci, j'ai réalisé que hey, je peux manger un petit bol de céréales. Je le sais que moi, je ne digère pas le gluten. Je suis dans cette catégorie-là. Ouais, Fait que, toi, tu tu sais, le fais pas juste parce que c'est un trend, là. Exact. Fait que, tu sais, je me prends des céréales sans gluten, puis à tous les soirs, je me prends un petit bol que je fais fitter dans mes targets de protéines, glucides, lipides, calories. Mais le reste de ma journée, c'est des bleuets, des patates douces. Fait que 95% de ma bouffe insanté, je la digère bien. Puis là, j'ai ce petit treat-là qui, au final, ça change pas grand-chose. Mais non. Fait que moi, c'est le cas qui a gros changé dans ma vision des choses. Avant, j'étais. C'est drôle à dire, là, mais avant d'être plus strict avec ce qui rentre dans mon corps, j'étais plus strict avec mes choix d'aliments. Mais maintenant que je suis plus strict avec tout ce qui rentre, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de flexibilité par rapport à mes choix d'aliments que je pensais. Fait que Mhm. je sais pas si tu as vécu la même chose ou tu sais, je sais que toi avec, tu calcules tes trucs. Là. Ouais, ben je te dirais, c'est, tu sais, en étant plus flexible en termes de choix d'aliments, puis tu sais que tu vas peut-être te permettre un petit peu plus d'aliments que je vais dire transformés comme ça, que ça soit des céréales, que ça soit, tu sais, whatever. Je pense que c'est que ça peut être vraiment bien, surtout si c'est vraiment une minorité de ce que tu vas manger. Tu sais, si ça devient 80% de ta bouffe, là, on va peut-être avoir d'autres problèmes. Mais tu sais, si c'est un 5 à 10% comme ça, mais que tu inclus sur une base régulière, je pense qu'il y a deux choses avec ça. Un, ben, les gens auront plus ou moins le choix de tracker du moins un peu leurs affaires parce que si tu vas chercher des aliments qui sont plus transformés, souvent, il y a un moins grand sentiment de satiété qui vient avec ça. Fait que c'est plus facile à surconsommer. Mhm. Puis l'autre affaire, c'est que ça va faire en sorte que ça va peut-être faire en sorte que en te permettant un petit peu plus de trucs comme ça, en les calculant, fait que en restant quand même dans tes macros, dans tes calories, oui, tu vas te permettre peut-être un petit peu plus d'alimentation transformée, mais c'est peut-être ce qui va faire en sorte que si tu en inclus un petit peu tout le temps sur une base régulière, c'est ce qui va faire en sorte que ça va t'éviter de binge all out après ça. Tu Mhm. sais, il y a quand même plusieurs études qui ont regardé, qui ont étudié les comportements de binge pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut potentiellement causer ça. Et une affaire, une très grande corrélation, je peux pas dire que c'est nécessairement comme la cause, mais une corrélation très forte qu'ils font, c'est la privation. Plus les gens se privent de manger quelque chose, plus ils vont avoir tendance à y aller all out quand ils vont en remanger. Fait que Mhm. si. Puis c'est pas le cas pour tout le monde. Fait on peut pas dire que c'est comme ça pour 100% de la population puis que c'est applicable à 100% de la population. Mais c'est quand même quelque chose qui revient relativement souvent. Fait que je pense que si on est capable de se permettre d'inclure certains aliments comme ça à portions modérées, toujours calculé dans nos affaires pour dire que on reste assidu sur le plan, mais ça peut peut-être faire en sorte que ça va juste nous empêcher de couper un craving et faire en sorte qu'on va pas avoir tendance à partir all out dans un binge après. Moi, dans mes check-ins, j'en ai une petite section comme est-ce que tu as des cravings? Si oui, quoi? Puis j'ai remis un plan récemment à un nouveau client, puis je lui ai dit, tu sais, si jamais tu as un craving de, je sais pas, tu as envie de manger des biscuits, mettons. Mettons que tu craves vraiment des biscuits Subway. Genre, je dis n'importe quoi, mais mettons. Je dis, ben, tu sais, t'as, mettons, trois options. T'as l'option où est-ce que tu peux essayer de l'ignorer, ce craving-là, puis il va arriver une de deux choses. Soit ça va fonctionner, puis à un moment donné, ça va passer, ou à un moment donné, tu vas juste succomber parce que t'es plus capable de l'ignorer. Mais je dis, mettons, sinon, tes deux autres options, je dis, tu peux juste te dire, OK, ben regarde, j'ai un cheat à soir, je prends mes biscuits, puis regarde, c'est pas plus grave que ça. Ou t'as l'option de dire, ben, je peux peut-être ajuster un petit peu ma journée en conséquence. Je vais prendre en considération un peu les calories qui vont venir avec ces, mettons, deux biscuits-là. Je vais diminuer un peu mes carbs puis mes gras dans le reste de ma journée pour me permettre d'aller en manger, mettons, deux, trois. Puis non seulement je vais avoir coupé mon craving, mais j'aurai pas abusé de ce craving-là. Fait que je vais rester dans mon plan, je vais me sentir beaucoup mieux par rapport à ça, puis je vais pouvoir continuer après. Rendu là, je pense pas qu'il y a une manière de fonctionner, c'est de trouver la manière qui fonctionne le mieux pour toi. Puis c'est ce qui va faire en sorte que justement, ben, c'est de trouver l'approche qui pour toi fait en sorte que tu es capable de rester assidu sur ton plan, mais qui fait aussi en sorte que tu peux te permettre de temps en temps ce genre de petits trucs-là pour quand même avoir un peu de plaisir. T'sais. À moins d'être en prep, je pense pas que tout le monde devrait être à 100% sur son plan. Là. Fait que, c'est surtout, ça vient avec les événements sociaux aussi. Fait que tu m'en parlais, je pense que comme t'es allé, je pense que t'es allé voir un match de
un match de hockey il y a pas longtemps. Ouais. Tu sais, mettons, t'es dans la loge. OK, t'as accès aux hot dogs qui sont là. T'sais, on s'entend dans la loge, t'as pas de brochette de poulet et de salade. Là. Fait que tu fais avec ce qu'il y a, mais tu sais, si tu le sais d'avance, tu le prends un peu en considération, tu diminues tes carbs et tes gras pour cette journée-là, t'arrives le soir, tu le punches dans ton application, ça sera jamais 100% accurate, mais t'as quand même déjà une bonne idée. Fait que tu retournes chez vous le soir puis t'es comme, ouais, tu sais, mettons plus ou moins 100-200 calories près, j'étais pas mal sur mon target, puis finalement, j'ai respecté mes affaires, puis je suis correct là-dedans. Là. Exact. C'est exactement ça que j'ai fait. J'étais allé au Rocket dans une loge, Mm. puis je le savais que j'y allais le soir, puis moi, je me disais, OK. Puis là, j'avais demandé, c'était avec un de mes amis, puis là, j'ai dit, hey, c'est quoi qu'on a à volonté? Moi, c'est voilà pour ça. Hein? Ah ouais! Voilà pour mon ami. Voilà pour la bouffe à volonté. Alors, mais tu sais, puis là, j'étais comme, c'est quoi qu'on a à volonté? Puis t'es comme, je pense que c'est chips, c'est popcorn. J'étais comme, OK, popcorn, j'aime bien ça. Et puis là, j'avais déjà rentré dans l'app, il va me prendre 2 sacs. Mm. Là, j'arrive là-bas. Là, c'était comme. C'était le Hockey le magazine qui payait la loge, puisque mon ami il fait des collaborations avec eux autres. Puis là, ils sont comme on vous paye la bouffe au complet. Là. Fait qu'il y avait nachos, hot dog, pizza. Là, moi, je suis là. OK, bon, ben là, on va en profiter quand même. Fait que j'étais là sur mon app. Je faisais une recherche hot dog. Encore là, c'est pas 100% brisé, mais là, j'étais comme OK, parfait. Puis là, je pognais mes hot dogs. Je suis comme OK, il me reste des cales encore. Oh, un petit sac de chips, je te scanne ça, envoie barbecue. Puis, tu sais, cette soirée-là, si je faisais ça tous les soirs, clairement, ce serait pas bon pour ma santé. Mais avant, si j'avais pas calculé tout comme ça, je serais retourné chez nous puis je m'aurais senti coupable. J'aurais dit, je viens de tout scraper. Asti que je suis pas bon. Mais là, j'étais comme, sans stress. J'ai tout fait fitter. Elle sait que je vais pas prendre du gras parce que je sais qu'à ce nombre de calories-là, présentement, X, Y, Z va arriver. Fait que je sais que c'est weird pour le monde qui écoute, mais moi, je crois vraiment que plus tu track, plus tu donnes genre de la flexibilité. Ouais, pis je pense que pour du monde, mettons, comme toi puis moi, ça peut être vraiment pratique, mais il faut garder en tête que c'est un outil, puis que c'est pas un outil qui va être bon pour tout le monde non plus. Non, 100%. Tu sais, toi puis moi, on n'a pas de la difficulté à tracker nos affaires, puis tant qu'on arrive à, mettons, à tracker nos calories, nos macros et tout, on arrive à la fin de la journée, puis même si on a eu, que je vais dire, entre guillemets, un cheat, genre t'as pris un sac de chips, t'as pris des hot dogs, whatever, ben on se sentira pas coupable là-dedans parce qu'on se dit, OK, ben, on a été capable de le faire fitter dans le plan. Est-ce que c'était la meilleure affaire que j'aurais pu prendre? Non, mais est-ce que pour une soirée, c'est dramatique? Pas du tout. Mais il y a du monde que tracker leurs affaires comme ça, aussi assidûment, ça, c'est une source de stress en soi. Fait que, tu sais, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut fonctionner, mais pas pour tout le monde non plus. Fait que, tu sais, Lane Norton, c'est une affaire qu'il dit souvent, tu sais, pour exemple, perdre du poids, mais il faut que tu t'imposes une forme de restriction quelconque, que ça soit tracker tes affaires, que ça soit couper un macronutriment, que tu t'en ailles keto, que tu coupes le gras, whatever, que tu fasses du jeûne intermittent, peu importe. Il faut que tu t'imposes une forme de restriction quelconque, c'est d'essayer de trouver la forme de restriction qui fait en sorte que tu te sens le moins restreint à travers ça. Fait que, tu sais, pour toi puis moi, c'est de tracker nos affaires parce qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là, mais il y a d'autres personnes qui trouvent ça plus difficile, ce qui est parfaitement correct. Fait que c'est de trouver la méthode qui, pour cette personne-là, fait en sorte que c'est le plus aisément, en tout cas, qu'ils ont le plus d'aisance possible. Mm-hmm. Une question que j'avais pris je pense que c'est de Lane Norton, justement, que j'ai ajouté dans notre HL7, c'est je pourrais manger comme ça pendant 10 ans. Et pas nécessairement, je suis en déficit, là, j'ai faim, mais plus le style d'alimentation. Ouais. Ça, c'est la meilleure question à se poser. Mettons, est-ce que moi, je peux manger comme ça pendant 10 ans, à tracker mes trucs, puis avec ce type de bouffe-là? Sure thing. Mm-hmm. Mais il y en a qui ça va être oui à keto, mais comme cool. Ben oui. C'est ça l'objectif, c'est que tu sois capable de suivre quelque chose pendant un assez long gap de temps. Fait que ça, c'est une question de ligne aussi que j'avais bien aimé qui fait du pouce sur ce que tu disais. Ouais, ben je trouve que c'est une question que, tu sais, mettons, tout le monde devrait pouvoir répondre oui à cette question-là à moins d'être en prep. Tu sais, je veux dire, en prep, on s'entend, t'es pas censé. T'as fait une genre de diète comme ça pendant 10 ans, mais tout le monde en dehors d'une prep devrait être capable de répondre oui à cette question-là, je pense. Fait que, tu sais, peu importe c'est quoi ton objectif, que ce soit une prise de masse, perte de gras, santé générale, la manière dont tu t'alimentes devrait être quelque chose que tu fais
pas par phase parce que tu veux absolument, tu sais, mettons, couper toutes les carbs parce que tu veux perdre du poids le plus rapidement possible. Tu devrais, si jamais tu limites ta consommation de carbs, c'est vraiment parce que t'aimes comment tu te sens quand tu fais ça, t'aimes ce que tu manges, t'as du plaisir là-dedans, tu te sens pas trop restreint quand t'as des événements sociaux parce que veux pas, on aura beau parler autant qu'on veut d'adapter son alimentation pour toi, mais quand t'es tout seul, c'est une chose. Quand t'arrives dans un événement social puis que c'est un chiard à chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est un stress à chaque fois que tu as un événement social parce que là, ben, t'as pas nécessairement l'affaire que tu pourrais manger ou est-ce que finalement, ben, ça te dérange pas, t'es parfaitement à l'aise avec ça, t'apportes ton lunch ou tu t'arranges ou whatever. Tu sais, j'ai un de mes meilleurs chums, il est vegan depuis genre 6-7 ans. Il n'y avait aucun problème dans les événements sociaux. Soit il apportait sa bouffe ou nous, on trouvait une façon de commander quelque chose ou whatever qui avait des options vegan ou whatever, mais comme lui, il avait aucun problème avec ça. Mais pour beaucoup de gens, ça peut peut-être être un stress. Fait que, il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'utiliser l'approche qu'on appelle plus flexitarienne, mettons. Fait que, comme, dans la mesure du possible, ils vont faire des choix végétariens, mais quand ils arrivent chez les gens, ils veulent pas trop s'imposer, whatever. Fait que si ça donne qu'il y a de la viande, ben, ils vont en manger. Fait que c'est de trouver ta zone de confort à toi, finalement, là-dedans. Là. Fait que oui, je pense que ça, est-ce que la manière que tu manges, si tu pourrais soutenir ça pendant 10 ans, je pense que tout le monde devrait être capable de répondre oui à cette question-là. Puis c'est pour ça que je me faisais poser la question. Exemple, cet été, à un moment donné, j'avais pris une semaine de vacances, puis dans mes Q&A, il était comme, ça a l'air de quoi ton plan alimentaire quand t'es en vacances? Je suis comme, je mange la même affaire que je mange d'habitude. Je vais peut-être me permettre plus de sorties, parce que comme j'ai plus d'événements, vu que ça donne que je suis en vacances, je me tiens plus avec du monde ou whatever. Mais en dehors de mes sorties, mes repas changent pas. Je mange des affaires que j'aime à tous les jours. Les portions vont peut-être changer en fonction de la phase que je suis. Est-ce que je suis en prise de masse, en maintien ou en perte de gras? Fait que les portions vont varier. Mais la composition de mes repas en soi, ça change pas. J'aime ce que je mange. Fait que même quand je suis pas sur un plan spécifique, naturellement, instinctivement, je vais aller chercher les mêmes affaires. J'aime ça. C'est pas un challenge pour moi de faire ça, mais on s'entend, ça fait 6-7 ans que je suis là-dedans aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai développé ça. Ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Au début, je me forçais peut-être un petit peu plus à manger certaines affaires parce que selon moi, c'était plus aligné avec ce que je voulais, même si c'était pas nécessairement quelque chose que j'aimais tant que ça. Je me dis, vu que c'est aligné, whatever, mais comme, tu sais, j'ai des habitudes qui sont développées. Puis ça, je pense que c'est une autre affaire aussi, c'est que les gens s'attendent à développer ces habitudes-là du jour au lendemain. Tu peux pas t'attendre à défaire des habitudes que tu as depuis les 20, 30, 40 dernières années du jour au lendemain non plus. C'est un processus, tout ça aussi. Là. Mm-hmm. Ça, c'est normal. En chaque début d'objectif, là, je vais prendre l'analogie à Guillaume Duluth parce que je suis bien dans ça de ce temps-ci, là, mais tu as deux branches. Un Y, tu as la branche de gauche et la branche de droite. La branche de gauche, c'est tout ce qui est je vais chase mon objectif. C'est là où ce que tu te sens accompli, il y a un sens. À droite, c'est renforcement externe, ce qui est je me sens pas bien tout de suite, je vais aller boire de l'alcool, je vais faire, etc. Le début d'une branche de droite, c'est facile. À long terme, ça devient plus difficile. Mm-hmm. À l'inverse, le début d'une branche de gauche, au début, c'est difficile. C'est pas cool. Mais à long terme, tu finis par accéder à beaucoup plus de sens puis accéder à beaucoup plus de je me sens bien. Mais quelqu'un qui commencerait une nouvelle alimentation en lien avec ses objectifs, comme, faut que tu t'attendes à ce que ça soit difficile. Ben oui. Parce que si c'est pas difficile, comme à quelque part, il y a un problème. Fait que, tu sais, comme tu disais, au début, ça n'a pas tout le temps été facile dans ton 6-7 ans. Ça a été la même chose pour moi. Même moi avec, là, ça doit faire ça 6-7 ans que je mange comme ça, mais je suis pas sorti du ventre de ma mère à manger ce que je mange aujourd'hui, tu sais. Il a fallu que je fasse des changements. Je mangeais 3 boules de céréales par jour avant. Exact. Je mangeais rien qu'un, tu comprends? Mais c'est ça, où ce que je pense que faut que tu te demandes, je suis capable de manger comme ça pendant 10 ans, mais c'est comme comment je mange, est-ce que ça va m'amener où je veux m'en aller? Parce que si tu manges en Pepsi puis n'importe quoi, oui, je pourrais manger comme ça pendant 10 ans. Ouais, mais ça se peut que tu te rendes pas dans 10 ans. Si tu continues. Fait que c'est... Il y a ça aussi. Je pense que quand la transition se fait, des fois, on s'en rend pas nécessairement compte non plus parce que ça se fait relativement graduellement. Mais combien de fois, c'est sûr que ça t'est arrivé à toi aussi, ou du moins minimalement à tes clients, que, exemple, tu vois des clients qui sont en train de faire une transition graduelle, commencent avec toi, ils commencent à faire des changements dans leur alimentation, dans leur mode de vie. Puis, oui, tu sais, comme, soit ils perdent du poids, ils prennent la masse, ils se sentent graduellement mieux, ils ont plus d'énergie et tout, mais ils s'en rendent pas nécessairement compte parce que ça se fait graduellement, puis il arrive un événement, un week-end, à un moment donné, whatever, où est-ce que là, événement social, il y a eu plus de boissons, il y a eu plus de malbouffe ou whatever, puis là, comme en une soirée, paf, là, ils réalisent.
sont comme « Ah, si je me sentais de même tout le temps avant. Là, je suis Mhm. brûlé, je suis ballonné, j'ai pas d'énergie, comme j'ai un workout de marde, j'ai mal dormi, comme... » On dirait que toutes les fesses d'un coup. Puis des fois, c'est ça, c'est que c'est pas... Il y en a qui vont le remarquer au fur et à mesure. Ils sont comme, ah, tu sais, je le sens que j'ai plus d'énergie, j'ai des meilleurs workouts, comme je suis plus concentré au travail ou whatever, ce qui est super cool. Mais il y en a des fois que justement, vu que c'est plus graduel, ça prend comme un step en arrière pour qu'ils fassent comme, oh shit, ok, non, je suis définitivement sur la bonne voie, puis j'ai plus envie de me sentir de même. Là, je m'en rendais pas compte avant, mais là, je m'en rends compte. Ouais, 100%. Fait que je pensais faire 7 minutes sur un thread, mais on a Finalement, fait 20 25. minutes plus tard. OK. Ah ben, on va se rajouter. Fait Ah que, ouais. next one. Un peu plus long, celui-là, à lire. Celui-là, je l'aime bien. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Tu commences souvent comme C'est ça. ça, j'allais dire, j'ai commencé souvent de même, ça a l'air. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais les calories que tu brûles sur ton tapis ou ton Stairmasters, ce sont les mêmes que si tu faisais de l'elliptique, du vélo, un hike ou n'importe quel sport. Une calorie, c'est une calorie, peu importe comment tu la brûles. Choisis simplement la méthode qui est la plus agréable pour toi. Ouais, puis tu sais, on en avait parlé ensemble, puis je sais que t'en as parlé dans le podcast avec Marianne aussi. Pour ceux qui l'ont pas Ouais. écouté, je vous le recommande fortement. Euh, c'est une affaire, je pense, qui est typique du bodybuilding, mais que je vais dire probablement bodybuilding plus niveau compétitif, ou du moins, c'est une approche que je vois peut-être plus des coachs de bodybuilding compétitif, de justement, tu sais, quand tu as du cardio à faire, c'est spécifiquement sur le Stairmaster, l'elliptique, ou whatever, comme sur une machine X spécifique. Puis c'en est une que je ne comprends pas encore. Tu sais, comme, faudrait vraiment qu'à un moment donné, il y ait un coach de bodybuilding qui fait ça, parce qu'on s'entend. J'ai jamais amené personne à l'Olympia, j'ai pas de clients qui ont viré IFBB Pro, fait que, ok, je suis qui pour parler, là. Mais je me dis, tu regardes la science, les données, whatever, une calorie, c'est une calorie. Que tu la brûles en faisant un hike, toi, tu joues au tennis souvent pendant ta prep, Ouais. mais comme, que ça soit ça, un hike, que tu aies envie de le faire sur le tapis. À un moment donné, je pense que tu faisais comme du sled aussi, là, genre du push-pull, Ouais. un sled aussi pour faire un genre de plus haute intensité. Que tu le fasses sur le Stairmaster parce que ça a l'air qu'il y a du monde que c'est qu'il faut absolument que ça soit sur le Stairmaster, que tu fasses ton. J'ai vraiment de la difficulté à le comprendre parce que, ultimement, la dépense, la grosse différence entre tous ces styles de cardio-là, c'est probablement majoritairement la vitesse à laquelle tu vas brûler tes calories. Parce qu'il y en a qui sont plus exigeants que d'autres, c'est sûr. Mais si c'est peut-être un peu plus long, exemple sur une machine, mettons que tu le fais tu le fais à la marche rapide au tapis versus au Stairmaster, des grosses chances que tu brûles tes calories plus vite sur le stair. Mais si c'est un peu plus long de le faire sur le tapis, mais que toi, ça t'enlève un stress mental, parce que le Stairmaster, ça te fait profondément chier. Mais je me dis, surtout dans des contextes de prep, où est-ce que oui, tu as un stress physique puis tu es fatigué, mais le plus gros stress que tu vas expérimenter va être mental. Je me dis, si on peut t'enlever une charge mentale là-dessus, puis faire en sorte que tu apprécies peut-être un petit peu plus ta façon de faire du cardio, pourquoi pas? Tu vas brûler la même quantité de calories en bout de ligne. C'est une affaire qu'on avait faite ensemble, finalement. Là, ta dernière semaine, tu avais genre 5000 calories de cardio à faire, je pense. Mais Ouais. mettons que tu t'en vas faire 3 fois du tennis là-dedans, tu en brûles 500 à chaque fois. Ouais. Hey, c'est ça de moins que tu as brûlé, puis c'est ça que tu as vraiment apprécié aussi. Fait que c'est un stress de moins, tu as eu du plaisir, c'est une partie de plus que tu as à faire. Tu sais, ce que je comprends pas, c'est le côté ah non, mais ces calories-là comptent pas. Faut absolument que tu le fasses sur le tapis ou sur le stair ou sur whatever. Mais je les ai brûlées, mes calories, quand j'ai fait ça, là. Je comprends pas pourquoi ça compte pas. Fait que, puis je suis pas mal sûr qu'il doit avoir un semblant de logistique puis de raisonnement en arrière. Je peux pas croire que c'est juste du ah, mais ça a toujours été de même. Je refuse de croire ça. Ça prend un raisonnement. Mais j'ai l'impression que ce genre d'approche-là, c'est beaucoup, beaucoup basé sur du bro science, que c'est juste comme ça a toujours été de même, nous on l'a fait de même, ça a fonctionné. OK. T'es-tu capable de m'expliquer pourquoi, autre que ça a fonctionné? Parce que je suis pas mal sûr que, tu sais, je veux dire, t'en es la preuve, ça a fonctionné aussi en le faisant autrement. Tu sais, je veux dire, ma cliente Dina que j'avais amenée à Papaye aussi, j'y avais dit, tu sais, elle avait du cardio à faire, mais tu le fais sur ce qui te tente. Elle est arrivée en très bonne shape pour sa compé, là. Je veux dire, elle avait pas besoin de le faire spécifiquement sur le Stairmaster pour être capable de le faire. Elle le faisait des fois parce que elle avait envie d'économiser du temps vu que c'était peut-être un petit peu plus rapide là-dessus. Mais elle était pas imposée de faire ça. Des fois, elle allait prendre des marches parce qu'elle était brûlée puis elle trouvait ça plus facile d'aller faire ça. Des fois, elle le faisait sur l'elliptique, whatever. Fait que je me dis, si c'est possible d'enlever
une charge mentale, d'enlever un stress psychologique là-dedans, je me dis, il y a des grosses chances que ça soit, même si c'est un petit peu plus long, il y a des grosses chances que juste le stress mental qu'on t'enlève, fasse en sorte que tu récupères quand même mieux en bout de ligne, tu sais. Fait que, bon, c'en est une avec laquelle j'ai encore bien de la misère. Ouais, moi aussi. Moi aussi, parce que, tu sais, si tu regardes, j'en ai parlé dans les derniers podcasts, là, si tu regardes, ça, honnêtement, je pense pas qu'il y a personne qui peut venir en live s'ostiner là-dessus, là. C'est quoi les 4 choses qui constituent le total des calories que tu vas brûler dans ta journée? Ton métabolisme de base, ça, je pense que tout le Qui est le monde, plus gros on le bout, là, sait. ouais. L'effet thermique de ta nourriture, on est d'accord. Mhm. L'exercice physique non intentionnel, fait que je bouge mes pieds, je bouge mes mains, whatever, et je gigote sur ma chaise, whatever. Ouais. Puis, activité physique intentionnelle. C'est ça. Ou le Stairmaster, y a-tu un cinquième Stairmaster? Je comprends pas. Tu sais, comme, il rentre dans activité physique intentionnelle. C'est de même que je brûle les calories. Fait que c'est juste, je vois pas. Je pourrais comprendre, là, oui, mais ça va plus vite. Puis ça, je suis 100% d'accord. Mhm. Mais ce qu'on veut, c'est pas nécessairement d'aller le plus vite. Si la personne, c'est ça qu'elle veut, ben là, elle fera des choix qui vont en lien avec ça. Mais comme moi, je le faisais au tennis, oui, mais sinon, comme j'ai fait une très bonne partie de mes cardio en marchant alentour de ma table de cuisine Ah pendant oui. des 15 à 20 minutes non-stop, là. Ah oui. Puis je veux dire, c'est la même marche que si j'avais été à prendre dehors ou si je l'avais fait sur un tapis. Fait que je suis comme toi là-dedans. J'ai bien de la misère à comprendre la logistique. Ouais, non, je le. Je sais pas, j'ai vraiment aucune manière de l'expliquer logiquement parce que, comme tu dis, c'est qu'ultimement, les calories que tu vas brûler intentionnellement. Tu sais, si ça avait été, mettons, je te donne, au lieu de donner des calories à brûler, parce qu'on s'entend, ça te prend quand même une montre X pour Ouais, être capable de tracker ça. Si t'as ouais. pas accès à ce genre de montre-là, je te donnerai pas des calories à brûler parce que rendu là, dépendamment, tu t'en vas le faire. Souvent, le monde s'entraîne dans plusieurs gyms, ils vont essayer des machines différentes, c'est vraiment pas toute la même donnée en termes de calories dépensées. Là, je le comprends. Là, je te donnerais peut-être plus du temps à faire. Puis rendu là, si je te donne un temps fixe, dépendamment de sur quelle machine tu vas le faire, là, tu n'auras pas la même dépense énergétique. Ça, je pourrais le comprendre. Fait que, tu sais, si tu fais, mettons, je te dis, fais 1 heure de cardio, tu t'en vas le faire sur le Stairmaster versus tu t'en vas le faire sur le tapis, ta dépense énergétique ne sera pas la même. Mais Mhm. si on se fie vraiment aux calories dépensées, puis je me suis fait poser la question encore cette semaine parce que j'ai refait un post là-dessus, tu sais, ultimement, comment tu te fies aux calories, puis je dis en tant que tel, c'est pas le nombre de calories spécifiques qui est important, c'est juste que tu as toujours la même mesure. Fait que tu sais, si mettons, tu as une montre qui te dit que tu as brûlé 500 calories, peut-être que tu en as brûlé 400, peut-être que tu en as brûlé 550, on le sait pas. L'important, c'est que tu as toujours la même donnée de la même montre. Fait que Mhm. rendu là, que tu l'aies fait sur le stair, que tu l'aies fait sur le tapis, en hike, quand je vais au tennis, whatever, tu as toujours la même base de données. Fait que rendu là, au moins, tu sais que si on a besoin de faire un ajustement, tu sais quoi ajuster parce que tu te fies toujours à la même. Si tu avais fait juste du temps, mettons, on fait 1 heure de cardio, là, je comprends un peu plus la logique de te mettre sur quelque chose de plus spécifique parce qu'on veut s'assurer le plus possible d'avoir toujours la même donnée. Mais si tu te fies au nombre de calories brûlées, puis tu peux, parce que tu as un gadget X comme montre comme ça, rendu là, les calories que tu vas brûler vont être les mêmes partout. Ça va juste te prendre plus ou moins de temps. Mais rendu là, si toi, tu es à l'aise avec le fait que ça te prenne plus de temps parce que ça te permet de le faire sur quelque chose que tu aimes plus, why not? Je me dis, une prep, c'est déjà tellement de stress psychologique que je me dis, si on peut en enlever le plus possible, pourquoi pas? On dirait que c'est comme. Il y a bien du monde qui ils ont l'impression qu'il faut que ça soit hardcore, une prep. Il faut que ça soit le plus intense possible. Puis si tu essaies de trouver des manières de le rendre plus facile, t'es comme pas un real, t'es pas assez intense. Le but d'une prep, c'est pas d'être le plus die-hard possible. Le but d'une prep, c'est d'arriver sur stage dans une condition X. Fait que si t'es capable d'arriver dans la même condition en faisant quelque chose qui est moins difficile, pourquoi pas? En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Faudrait vraiment qu'on me l'explique. Moi aussi. Je suis ouvert à recevoir quelqu'un. On pourrait faire ça à 3, Ouais, honnêtement. Je suis vraiment ouvert à. Parce que je le comprends pas. Puis, t'as dit, mettons, tu sais, les cardio en termes de ah, ben, t'as 2 heures de cardio à faire par semaine. À moins que le client il dise, moi, je vais toujours prendre cette machine-là. OK, je peux comprendre pourquoi tu dis en termes d'heures.
Ouais. Mais mettons, je te dis, fais 3 heures de... Tu me dis ça, moi, fais 3 heures de cardio dans ta semaine. Puis là, une semaine, je fais 3 heures de hockey. Puis l'autre semaine, je fais 3 heures de marche. J'ai zéro brûlé la même affaire. Fait que c'est Non. tellement une donnée qui est floue, les minutes et les heures. Fait que c'est pour ça que même ça, à moins que la personne dise je vais toujours faire ça, ok, là, mais sinon, calories all the way pour être le plus précis possible. Ouais, ben c'est pour ça que tous mes clients qui ont accès à une montre X qui leur permet de tracker ça, je leur donne leur cardio en calories parce que je trouve que c'est plus précis. Les autres, écoute, c'est pas dramatique, puis je veux dire, j'ai pas tant de clients en prep, là, mais dans la mesure du possible, je préfère donner des calories juste parce que justement, on s'assure que c'est toujours la même donnée. Peu importe comment tu l'as fait, peu importe ça te prend combien de temps. À la fin de la semaine, tu vas brûler la même quantité d'énergie. Même si c'était pas 100% accurate, ultimement, c'est pas le nombre de calories spécifiques qui est important, c'est juste la dépense énergétique qui va venir avec. Si on arrive à un plateau, on ajuste, mais on sait quoi ajuster au moins. Fait que, dans la mesure du possible, j'y vais pas mal toujours avec les calories. Puis même la même machine, en début de prep, je te confirme que j'allais pas mal plus vite quand je faisais... Mettons que j'allais jouer au tennis, là. Je te confirme qu'en début de prep, j'allais chercher les balles d'un coin. Je courais comme un malade. La dernière semaine, hey, je me faisais passer tous les bords de tous côtés. Donc, mon heure, au début de la prep, à la fin de la prep, j'ai zéro brûlé le même nombre de cales. First, parce que mon intensité était moins là. Puis deux, parce que je pesais moins aussi. Là, mais si on check juste l'intensité, sur le treadmill, ou mettons le Stairmaster, d'une séance à une autre, ça veut pas dire que tu vas brûler le même parce que tu as fait le même nombre de temps. T'es peut-être allé plus vite, comme c'est là où... Exact. Calories... Ouais, puis comme tu dis, tu sais, même si, mettons, tu le fais sur le tapis, inclinaison X, vitesse X, puis tu prends toujours la même inclinaison, toujours la même vitesse. Semaine 1 versus semaine 20, tu brûleras pas la même dépense énergétique pareil. Ton corps s'habitue à faire le même mouvement, fait qu'il devient de plus en plus efficace, donc ta dépense énergétique diminue. Mais deux, ton poids, il a diminué au fur et à mesure des semaines, là, fait que ta dépense énergétique va diminuer avec, c'est normal. Fait que rendu là, tu sais, t'as beau augmenter le temps, ta dépense énergétique, elle diminue, fait que ça revient un petit peu kiff-kiff. Fait que c'est pour ça que je me dis, rendu là, track tes calories, ça va être vraiment moins compliqué. Next! Yes! Ça a pas pris 25 minutes, celle-là, c'est pas si pire. Non. Ok, celle-là est bonne, elle m'avait fait rire. Tu vas voir, je m'en... Combien de personnes vont sortir de la vente futée en fin de semaine avec des factures au-dessus de 500$ en espérant régler des problèmes qu'ils ne comprennent pas, au lieu d'aller se payer un suivi de quelqu'un qui connaît ça parce que c'est trop cher? Vous pensez trop? La réponse, c'est trop. Ouais. Ouais. Puis à chaque grosse vente comme ça, je parle de Shop Santé parce que c'est là que je vais le plus souvent, mais à chaque grosse vente de suppléments, peu importe c'est quoi, il y a toujours du monde qui sort de là avec des factures de 500$ et plus, puis whatever. Puis je veux dire, jusqu'à un certain point, tu sais, exemple, moi aussi je suis sorti de là avec une grosse facture, mais j'ai stocké ma protéine en vrac pour rester des mois. Mais il y a tellement de monde qui vont se ramasser là, puis qui vont sortir avec des fat burners à pu finir, qui vont sortir de là avec des estro-contrôles, puis des affaires de même, pour essayer de régler des problèmes qu'ils comprennent pas, en essayant d'adresser... En fait, en évitant d'adresser les vrais problèmes, en essayant de les patcher avec des suppléments, qui vont finalement avoir peut-être 1% des résultats que ce que 90% des résultats auraient pu causer juste en changeant quelques habitudes de vie. Ouais. Les fat burners, c'est lui qui est le plus flagrant, disons. Là. Le monde veut perdre du poids, puis fat burner, ça le dit, ça va brûler du gras. Si je prends ça, je vais brûler du gras. Les gens vont chercher ça, finalement, tu te rends compte que tu brûles pas tant plus. Là. J'avais ressorti, c'est Bill Campbell qui avait sorti une étude là-dessus il y a une couple de mois, puis qui avait analysé, ben c'est pas lui qui l'avait fait, là, mais dans l'étude, il avait donné 1250 mg de caféine en une journée à une personne pour voir c'était quoi la dépense énergétique additionnelle que ça allait causer. On s'entend 1250 mg de caféine, là, c'est de la caféine en calice. C'est l'équivalent de 3 Pump Addict avec stimulant complet plus 50 mg. Tu sais, la vidéo, là, je suis sûr que tu as déjà vu le meme, là, du gars qui rave, là, il a le coco rasé, là, puis il a de l'air. Je ressemblerais à ça avec 1250 mg de caféine. C'est sûr que oui, puis je veux dire, même moi, je juge que je tolère relativement bien la caféine. Je pèterais aux frettes, là. Ça n'a aucun bon sens, 1250 mg de caféine. J'ai pris un 400 une fois à un moment donné, puis j'entendais les couleurs, ça avait pas de sens. Fait que 1250 mg de caféine en une journée,
il voulait regarder c'est quoi la dépense énergétique additionnelle qui allait venir suite à ça. La personne a juste brûlé 175 calories de plus dans sa journée. Pour 1250 mg de caféine, seulement 175 calories additionnelles. Fait que ton petit fat burner à genre 150 mg de caféine, il va te faire brûler quoi, tu penses? Fait que les gens accordent tellement d'importance aux suppléments, majoritairement parce que c'est facile à appliquer. T'as juste besoin de payer pour un produit, tu consommes le produit, résultats vont s'en suivre. Mais c'est pas de même, ça marche. Je veux dire, ultimement, t'auras beau prendre ton fat burner, si ton déjeuner, ça reste 2 toasts au Nutella, tu manges un petit sandwich avec pas grand-chose dedans le midi, puis le soir, t'as 14 plats de pâtes, puis le soir, tu binges dans ton sac de chips. Ton fat burner, il fera pas grand-chose. Mais les gens aiment beaucoup se déresponsabiliser puis mettre leurs résultats dans la main d'un produit ou dans la main de quelqu'un d'autre ou whatever, au lieu de dire, bon, ben, voici les habitudes qui m'ont mené où est-ce que j'en suis aujourd'hui, alors je vais devoir moi-même adresser telles affaires. Moi, j'adore ça quand je suis des clients, puis je leur fais, mettons, je fais une évaluation avec un nouveau client, puis je demande toujours c'est quoi tes attentes face à moi. Tu sais, qu'est-ce que le meilleur coach au monde pourrait faire pour toi, spécifiquement pour t'aider à atteindre tes objectifs. J'adore ça quand j'ai du monde qui me disent ah ben tu sais exemple j'aimerais ça avoir c'est surtout pour avoir un guide niveau alimentation, niveau entraînement parce que je m'y connais pas tant mais tu sais peut-être un petit peu de motivation whatever mais quand le monde me dit je le sais que c'est moi qu'il faut qu'il fasse le travail, j'ai juste besoin que tu me donnes des pistes pour savoir comment faire, je suis comme toi t'as compris comment ça marche. Parce que combien de fois, c'est sûr ça t'est arrivé aussi qu'on a eu des clients qui s'attendaient à ce qu'on le fasse pour eux puis on leur remet un plan puis eux font pas les efforts dans le plan, puis on est comme moi je suis là pour te donner les outils, là, je suis pas là pour le faire à ta place. Mais c'est que ça demande un grand niveau de responsabilisation, puis c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. Fait que qu'est-ce qui arrive? On se garoche dans les suppléments. Tu as dit de quoi de bon, les clients qui pensent qu'on va, comme être la pilule magique un peu. Puis Mm-hmm. dernièrement, on analysait chez HL ceux qui réussissent bien versus ceux que ça va moins bien. Y a-tu quelque chose qui les. T'sais, ils ont-tu des points communs pour que je sois capable vraiment de dire ah, mais c'est ça, là, c'est ça l'affaire. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui ont le plus de difficultés à buy-in, à faire le process, à suivre le truc, quand ils arrivaient avec nous, ils s'entraînaient pas avant. Pas Mm-hmm. qu'ils s'étaient jamais entraînés dans leur vie puis c'était des débutants, mais juste comme ils faisaient 0 workout par semaine. Mm-hmm. Fait qu'ils venaient là vraiment dans l'optique de OK, mais c'est ça que ça me prend pour être motivé, pour aller au gym. Ouais. Non, non, c'est plate, mais non. Puis, turns out que 2, 3 mois après, quand la motivation du début, elle drop, ben, il retombe dans j'ai de la misère à aller m'entraîner. Fait que ça, c'est vraiment bon. Tu sais, je pense on est juste là pour te conseiller, mais ça reste que la motivation, je t'en donnerai pas à l'infini. Là. Il va falloir essayer au gym, même si ça te tente pas, même que tu aies un coach, 10 coach ou whatever. Dis coach. Mais tu vois, je pense que pour ce qui est des clients à succès, les clients qui ont le plus de résultats, je pense que c'est en partie causé par deux choses. Il y a la partie client puis il y a la partie coach. Je pense que la partie client, les clients qui ont le plus de résultats, c'est qu'ils sont très forts sur le côté responsabilisation. Ils sont très Ouais. forts pour je fais ce que j'ai à faire, même si ça me tente pas. Quand je me plante, je blâme personne d'autre que moi. Je sais que c'est moi qui s'est planté, c'est correct, c'est pas grave, je vais rembarquer sur le plan, je vais continuer après. Tu sais, ça passe pas son temps à se soucier des affaires sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Ça passe son temps à se soucier sur les détails sur lesquels ils ont le contrôle. Fait que, tu sais, c'est pas le temps de, mettons, ah, ça donne que j'ai oublié mon lunch, il a fallu que j'aille chercher le next best thing. Le client à succès va essayer de trouver le plan B, c'est quoi la meilleure affaire que je peux aller chercher. Le client qui souvent ne réussit pas va utiliser ça comme une excuse pour aller au McDo. Tu sais, ce genre de comportement-là. Fait que le côté responsabilisation pour les clients, c'est le premier point. Puis après ça, le côté qui revient peut-être plus avec le coach, je pense que c'est le côté adhérence. Faut que ton client adhère au plan. Puis ça vient. C'est sûr qu'il y a une partie client en soi, mais c'est la job du coach de trouver la méthode qui va faire en sorte de faciliter la tâche le plus possible au client. Fait que si tu lui imposes une façon de faire parce que tu penses que ça serait la meilleure façon, mais lui, ça le fait chier, il le fera pas. Ou il va le faire pendant un certain temps, puis il va finir par cette année, puis il va arrêter. Mm-hmm. Fait que c'est ta job en tant que coach d'essayer de trouver la manière qui va faire en sorte que ton client va pouvoir adhérer au plan le
plus facilement possible, avec le moins d'efforts possible, tu sais, ta job, c'est de lui faciliter la tâche. Fait que plus lui a de la facilité à adhérer au plan, plus ça va être facile de le suivre à long terme, puis plus ça va être facile pour lui de se responsabiliser là-dedans. Mais si tu lui imposes des affaires qu'il veut pas faire, il réussira pas. Ou du moins, il va réussir, mais peut-être très, très, très difficilement. Fait que c'est le mélange de faut que le client se responsabilise puis qu'il fasse ce qu'il sache qu'il doit faire. Puis il faut que toi, tu l'aides là-dedans le plus possible en lui offrant le plus d'outils possible qui fit avec lui. Je pense que ça serait pas mal le genre de deux parts de client à succès. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu as beau être la personne la plus responsable possible. Si tu n'as pas un bon fit avec ton coach, ça se peut que ça fitte moins bien. Puis rendu là, c'est correct. On peut pas avoir un bon fit avec tout le monde non plus. Même si on a les meilleures intentions du monde, on ne fit pas avec tout le monde, puis c'est correct. Mais à l'inverse, si toi, tu as les meilleures intentions du monde en tant que coach, tu veux aider ton client, tu essaies de lui donner le plus d'outils possible et lui ne les utilise pas, là, c'est plate, mais je peux pas le faire pour toi non plus. Fait que ça prend un peu des deux. T'sais. Ouais, c'est pour ça que maintenant, moi, je demande toujours, exemple, on a vraiment changé comment on fait nos suivis. Là. À cette heure, on regarde vraiment toujours les résultats first. Avant, c'était comme, hey, petit talking de début, comment ça s'est passé ton mois, on fait juste HL7, voici ton score, ok, on va aller voir tes résultats. Mais là, on start avec les résultats. Là, on le voit tout de suite, c'est quoi qui s'est passé. Puis je demande, qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que tu as eu ça? Si c'est négatif, mettons. Là. Ouais. Ben, positif aussi, je dois demander, mais mettons que c'est négatif. Ah, ben, je suis trop allé au resto, j'ai trop fait ci, j'ai trop fait ça. Avant, j'aurais eu tendance à dire, OK, ben là, le prochain mois, il va falloir que tu coupes ça, tu fasses ci. Mais à cette heure, je suis vraiment, OK, mais là-dedans, qu'est-ce que tu as envie de changer? Y a-tu de quoi que tu as envie de changer? Parce que ça vient d'eux. Quand ça vient d'eux, ça rentre dans la partie adhérence que tu parlais un peu. Parce que si Ouais. ça vient d'eux, ça veut dire que c'est eux qui ont envie de le faire. J'y ai pas imposé de scraper ses restos. C'est lui qui m'a dit qu'il voulait scraper. Ouais. Fait que de la manière de leur faire prendre responsabilité un peu, puis ça joint les deux, où ils prennent plus responsabilité vu que c'est eux-mêmes qui c'est venu leur idée, mais en Ouais. même temps, vu que ça vient d'eux, ben ils sont pas obligés de faire de quoi qu'ils détestent. Fait que ça, j'aime vraiment mieux la mienne même qu'avant, j'aurais imposé mes trucs. Ouais, je trouve ça cool. Puis ça, c'est une affaire. Je pense que c'est une affaire que la majorité des coachs, minimalement en lifestyle, là, prep c'est une autre game, là, mais Ouais. minimalement en lifestyle, je pense que c'est quelque chose que la majorité des coachs devraient essayer de faire, c'est justement d'essayer de trouver l'approche qui va fitter le plus avec. Fait que, tu sais, de faire ça, OK, qu'est-ce que toi, t'aimerais changer dans ce qui s'est passé dans le dernier mois pour te permettre d'atteindre peut-être des meilleurs résultats? Ça vient de la personne, c'est plus facile d'y adhérer. Tu n'y as rien imposé qu'il voulait vraiment pas faire. Fait que, tu sais, moi, souvent, exemple, je sais pas, quelqu'un en perte de gras, souvent, je lui demande, OK, mettons, on atteint un plateau, on a besoin de faire un ajustement. Est-ce que tu préférerais, tu sais, est-ce que tu juges que tu as trop fait de, mettons, tu as trop été au resto ces temps-ci puis tu veux limiter ça? Est-ce que tu juges que, mettons, ton alimentation était vraiment sa coche, ça donne qu'on est à un plateau pareil? Est-ce que tu veux augmenter le cardio ou est-ce que tu veux diminuer les calories? Je vais te donner l'option parce que si tu me dis, exemple, écoute, je fais 40 heures semaine à la job, je suis en fin de session en plus, je m'entraîne déjà 3-4 fois semaine, j'ai pas le temps de faire plus de cardio. Cool, on va y aller, on va diminuer un peu les calories. Versus, tu me dis, ben, tu sais quoi, j'ai le temps de faire plus de cardio. Je vais faire plus de cardio, ça va me garder plus de bouffe, puis je vais avoir moins faim là-dedans. Cool, on va monter le cardio, on va y aller comme ça. Fait en mettant un petit peu plus les responsabilités, puis le choix dans les mains du client, je trouve que c'est plus facile justement d'aller chercher le plus possible quelque chose auquel les clients vont adhérer, puis ça va juste leur faciliter la tâche. C'est un des 3 points, je me rappelle jamais des 3 points à chaque fois que j'en parle, mais de la motivation, pas des points, mais les 3 composantes de la motivation, je m'en rappelle pas des 2 autres, mais une là-dedans, c'est, j'allais dire l'automatisation. Le- L'autonomie. L'autonomie, merci. Je suis trop dans mes fichiers. L'autonomie. Plus tu te sens autonome, donc c'est tes choix, tu fais tes choix, plus tu vas avoir accès à de l'énergie, plus tu vas avoir de la motivation. Fait que de le dire comme ça au client, ben, la bouffe ou le cardio, ça reste que s'il dit la bouffe, il se sent beaucoup plus autonome que si tu dis, bon, on a un plateau, je te coupe ta bouffe. Mm-hmm. Cette différence-là va faire que l'autre personne que tu as donné le choix va être plus motivée. Mm-hmm. Ça, c'est selon ce que la science a vu sur la théorie de l'autodétermination. Fait que, tu sais, ça, c'est plein d'erreurs que j'ai fait dans mon passé de coach, de faire, OK, ben ça va être ça. Mais je pense que c'est ça aussi que moi qui m'a aidé
en prep, c'est ça que tu me disais. Là. Ouais. Cardio ou bouffe? Ah, OK, on va y aller pour la bouffe. Fait que sans m'en rendre compte, ben, ma motivation restait plus haute juste par le fait que je me sentais plus autonome, malgré que j'étais dans une prep. Puis même l'API il me parle tout le temps. Lui, c'est tout le temps, donne-moi ce que tu veux, moi le faire. Ouais. Mais ça reste quand même que c'est lui qui choisit De de te me laisser donner choisir, cette ouais. liberté-là. Donc, il se sent quand même autonome à travers ça. J'y ai rien imposé, c'est lui qui me dit donne-moi ce que tu veux. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est une affaire qui joue pour beaucoup aussi. Ouais, probablement. Puis honnêtement, jusqu'à un certain point, je pense que même dans une prep, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Tu sais, justement, on l'a fait un peu ensemble. Ou tu sais, exemple. Juste pas voir la fin, mettons. Ouais, c'est ça. Plus on arrive à la fin, plus ça devient tête. Mais tu sais, exemple, ma cliente Dina, à la fin de sa prep, à un moment donné, elle avait comme du gruau post-workout, du riz dans son dîner, puis des patates dans son souper, quelque chose de même. Des quantités minimes, mais comme elle en avait pareil. Puis tu sais, mettons, son dîner puis son souper, les deux portions étaient les mêmes en termes de carbs. C'est juste que la portion de riz, la portion de patates sur la balance n'était pas la même, c'est sûr. Puis à un moment donné, on est arrivé à un point où est-ce que j'étais comme, bon, il faut qu'on continue de couper. Mais je lui ai dit, OK, est-ce que tu préfères garder ton riz ou est-ce que tu préfères garder tes patates? Les quantités des deux en termes de carbs sont les mêmes, mais s'il y en a un que tu préfères plus que l'autre, les deux, c'est des très bons carbs. Je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi je prioriserais un plus que l'autre, autre que t'aimes plus ça. Fait que j'ai dit, tu sais, est-ce que t'aimes mieux couper les carbs? Est-ce que t'aimes mieux couper le riz ou est-ce que t'aimes mieux couper les patates? Elle était comme, bah, je préfère couper le riz, je préfère mes patates. Hey, si tu peux avoir un minimum de plaisir en fin de prep, on va te le laisser. Fait que j'ai coupé le riz, j'ai gardé les patates. Ultimement, tu sais, souvent des patates, tu peux en manger quand même un bon volume pour pas nécessairement tant de carbs que ça. Fait que, elle jugeait que ça lui donnait un plus gros volume de bouffe. Elle aimait vraiment manger ça. Fait que comme, hey, garde, toi, c'était ton choix. Tu vas être un petit peu plus motivé de garder ça, sachant que oui, on doit couper, mais c'est quand même toi qui as un peu le contrôle là-dessus. Fait que, je trouve que niveau motivation adhérence, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être super bien. Là. J'ai même fait avec Marianne, c'est moi qui coach Marianne à cette heure. Ouais. T'sais, au début, je disais, hey, gars, prends l'application et rentre tout là-dedans, ça va être super du fun. Tu veux des pro-bites à tous les jours, vas-y, chercher des pro-bites à tous les jours, ça te permet d'être tête. Puis là, elle était comme, non, moi, je peux pas être là. Genre, comme, vu qu'elle startait ses journées tout le temps from scratch, genre, elle finissait la journée, elle était comme, aïe, il me manque 50 grammes de pros, là, elle se calait, comme il manquait de structure, fait que on s'est fait un zoom, j'étais comme, ok, ben, je vais te mettre une structure, fais juste copier-coller dans l'app, puis tu changeras si tu as envie de varier, puis sinon, ben, varie pas. Mais Ouais. j'y ai vraiment dit, ok, le déjeuner, qu'est-ce que tu veux manger? Ouais. Genre, ah, ça, parfait, dîner. Ah, ben, poisson blanc, je tripe bien. Parfait, bon, on va te mettre du poisson blanc. Comme, c'est elle qui a choisi un peu. Là, c'est sûr que j'étais comme, ok, ben, niveau cal, on va peut-être dropper ça, mais c'est elle qui me dit tel aliment, tel aliment. Puis là, elle fait copier-coller dans ses journées. Ça fait 3 semaines. Puis c'est comme, là, ça va vraiment bien. Ouais. Fait que ça rajoute sur, encore là, le choix. Genre, faut que le monde se sente autonome, que ça vient d'eux. Ouais, je trouve ça cool parce que je trouve ça drôle que tu me dises ça parce que j'ai déjà fait ça moi aussi. Tu sais, la majorité des plans alimentaires que je vais faire, à moins encore une fois de là s'en aller vers une prep, je vais avoir tendance je vais donner tes calories puis tes macros pour la journée, à peu près comment les répartir, mais je donne plus une liste d'aliments puis rendu là, tu te montres le menu que tu as envie de te faire avec ça. Je trouve que ça donne plus de flexibilité puis les gens ont tendance à adhérer plus facilement. Mais j'en ai des fois des clients qui me disent, hey, tu pourrais-tu me faire comme une journée type, ça a l'air de quoi, comme écris-moi tout ce que je dois manger, je m'en fous, j'ai pas envie de me casser la tête. Puis habituellement, quand les clients me disent ça, je m'assois avec eux, puis je suis comme, OK, on va monter ton menu ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Tu sais, mettons, on regarde tes macros, comment c'est séparé, tout. Qu'est-ce que tu as envie de manger pour déjeuner? Ah, ben moi, j'aime manger genre des œufs. J'aime ça manger des œufs le matin. OK, cool. Bon, ben on va t'en donner telle quantité. T'as pas tant de fat, fait qu'on va peut-être te mettre un peu plus de blanc. T'as un petit peu de carbs. T'aimes-tu mieux manger des fruits? T'aimes-tu manger un petit peu de gruau? Une tranche de pain ou deux? Whatever. Comme je leur donne l'option. Comme ça, ben, ils arrivent à la fin de la journée. Ils ont vu un petit peu comment ils pouvaient se monter une journée en mangeant des affaires qu'ils aiment. 2, ils ont décidé de c'était quoi leur menu. Fait qu'ils se sentent plus autonomes là-dedans, puis ils ont plus de facilité à le suivre après. Fait que je pense que c'est ça, le côté laisser le plus de choix possible, dans la mesure du possible, aux clients, ça va les rendre justement beaucoup plus autonomes. Puis après ça, ben, c'est que j'ai pas envie que mon client ait besoin de moi pour fonctionner non plus. Je veux qu'il apprenne là-dedans, je veux qu'il développe une autonomie. Je veux pas que si jamais il s'en va, je sais pas, c'est pour une raison X, on doit arrêter de se voir, je sais pas, il y a
grosse coupure budgétaire à quelque part, il doit arrêter nos services, c'est des choses qui arrivent, écoute, c'est plate, mais c'est comme ça, c'est correct. Et j'ai pas envie, je veux qu'il ait appris quelque chose de notre suivi, je veux qu'il en retire quelque chose, je veux qu'après ça, il soit capable de faire comme, ben tu sais, j'ai pas nécessairement de plan spécifique, mais je sais un peu comment faire, comment m'orienter, quel choix alimentaire je peux faire, quel genre d'entraînement, de structure d'entraînement que je peux suivre aussi. Je veux que tu apprennes de ça, puis j'ai l'impression que si t'apprends pas parce que je fais juste t'imposer quelque chose puis je t'explique jamais rien, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que j'ai fait ma job. Moi, je veux vraiment que t'apprennes là-dedans. Ah, l'objectif, c'est... Moi, mon objectif, ça a toujours été de coacher quelqu'un, puis si jamais cette personne-là, tu sais, à un moment donné, je suis conscient là, que je ne coacherai pas la personne pendant 15 ans. C'est ça. Je suis pas con, là. Mais moi, mon objectif, c'est de la recroiser dans 15 ans, puis qu'elle fasse, tu sais, qu'elle ait la même shape, pas nécessairement la même, mais que ça allait continuer de progresser. Comme, mon objectif, c'est pas que je la revoie dans 15 ans parce qu'elle est revenue dans mon bureau parce qu'elle l'a réchappé, tu comprends? Ouais. Fait que c'est vraiment comme de l'éducation sur le long terme. Je suis 100% d'accord avec toi aussi là-dessus pour que les gens soient autonomes, justement, qu'il n'y ait pas besoin de nous pour tout le truc. C'est sûr que niveau plan d'entraînement, c'est un peu plus tough d'être autonome vu qu'il y a plus beaucoup de variables, c'est ça, là, ouais. Mais niveau nutrition, habitude de vie, je pense que c'est beaucoup d'éducation. Ouais, beaucoup. Next! Yes! Oh, celle-là, elle m'a fait rire. Une fois, souvent rire, mais celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Puis je l'entends souvent aussi. OK. Ça, je vais pas prendre une autre voix, là, mais ça, c'est Mélissa, 22 ans, qui parle. Je prends de la masse vraiment facilement. Et là, tu réponds. Dude, Chris Bumstead, avec toute sa discipline, effort et anabolisant, ne prend pas de la masse vraiment facilement. Relax, Hulk. Mais c'en est une que j'ai l'impression qu'on entend. C'est drôle parce que j'entends plus de filles que de gars le dire, celle-là, je prends de la masse vraiment facilement. Ouais. Pourtant, génétiquement et hormonalement parlant, les gars sont crissement mieux setés que les filles pour prendre la masse musculaire. J'ai l'impression que les filles ont l'impression que dès qu'ils, je vais dire, gonflent, entre gros guillemets, mettons, là, que automatiquement ils viennent de prendre 10 livres de masse musculaire, mais non. T'as peut-être juste pris de la rétention d'eau, t'as peut-être juste pris du gras, t'es peut-être un peu inflammé suite à un entraînement. T'sais, t'as peut-être fait un entraînement super haut volume, fait que t'es juste inflammé, puis c'est ce que t'as l'impression qui fait que tu prends de la masse. On en avait parlé avec Erika Lambert de To Get Fit à notre podcast à un moment donné, puis elle nous contait qu'il y avait une fille qui était allée les voir, puis qu'elle disait qu'elle voulait découper un peu, puis elle était comme, tu sais, je prends de la masse vraiment facilement, là, tu sais, comme je veux pas devenir trop grosse, là, tu sais, comme, faut qu'on fasse attention à ça. Puis là, dans sa tête, elle était comme, non, mais OK. Puis mettons qu'elle y avait fait un plan un petit peu plus métabolique, puis après 3 semaines, elle était retournée la voir, puis elle était comme, hey là, je prends trop de masse. Ça fait 3 semaines, c'est sûr que t'as pas pris trop de masse, t'es peut-être légèrement inflammé, mais c'est tout, tu sais. Mais j'ai l'impression que, puis je suis pas une fille, là, fait que je vis pas avec le même genre de pression sociale ou de whatever. Fait que je vais parler en tant qu'homme blanc classe moyenne. Mais j'ai l'impression que ça vient beaucoup avec peut-être la pression sociale de faut qu'il soit mince, faut qu'il soit cut, faut pas qu'il soit trop bulky ou whatever. Puis je veux dire, si toi t'as envie d'être ça, tant mieux pour toi. Ultimement, si toi t'es bien là-dedans, c'est vraiment juste ça qui est important. Mais j'ai l'impression que dès que une fille qui dit ça, du moins parce que c'est vraiment pas toutes les filles qui vont dire ça, mais dès qu'une fille qui dit ça, c'est surtout parce qu'elle a l'impression qu'elle s'en vient massive, mais tu prends du gras, tu prends de l'inflammation, tu prends pas trop de masse musculaire. Là. Tu regardes les filles bikini, qui est la catégorie de compétition chez les filles qui est la plus petite. Tu regardes les filles bikini off-season, fais-moi confiance, sont plus massives que toi. Tu regardes sur stage, là, sont tout petites les filles, là. Mais c'est parce que, oui, ils ont pris de la masse musculaire un petit peu la off-season, mais ils ont pris de l'inflammation, ils ont pris du gras, ils ont pris de l'eau. Fait qu'ils ont l'air plus bulky. J'ai une de mes clientes, elle aimerait ça éventuellement, faire une compétition bikini. On n'est pas encore rendu là, mais c'est un projet. Puis elle avait pris une photo récemment avec une fille qui a déjà fait des compétitions bikini. Les deux sont comme une à côté de l'autre. Puis la fille bikini est dans son off-season en ce moment. Puis elle m'a juste envoyé la photo, puis elle était comme... OK, il faut que j'arrête d'avoir peur de prendre la masse. Parce que l'autre fille bikini est crissement, c'est relatif, là, mais est quand même pas mal plus massive que ma cliente. Fait que je suis comme, hey, si tu veux avoir une masse musculaire à montrer après ça, une fois que tu vas être rendu cut,
faut que tu bulques un peu, faut que tu en prennes de la masse musculaire, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui associent devenir massive en ce que je vais dire off-season, même si t'es pas quelqu'un qui fait de la prep, whatever, mais comme quand t'es en prise de masse, à automatiquement, je viens de prendre 20 livres de masse. Non, t'as pris un peu de gras, puis dépendamment des personnes aussi, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres en termes de où est-ce que le gras va être localisé aussi. C'est ça, c'est une affaire que j'ai entendue souvent, plus des filles encore une fois, mais tu sais, comme, moi ça me fait chier, à chaque fois que je fais une cote, je perds des fesses. Tu perds pas de fesses. T'as perdu du gras qui était localisé sur tes fesses. Tu sais, j'en parle souvent avec Jess, ma co-host de podcast aussi. Elle dit elle-même, elle dit, moi, je suis génétiquement relativement chanceuse. J'accumule du gras au niveau des fesses. Fait que j'ai pas besoin de les travailler, entre guillemets, tant que ça. Naturellement, ils ont l'air un peu plus gonflés à cause de ça. Mais je suis pas mal sûr que si elle devenait stage ready, ses fessiers seraient pas mal moins gros, tu sais, mais parce qu'elle a la chance, entre guillemets, d'avoir du gras localisé là. Fait que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'espèce de grosse peur de j'ai peur de prendre la masse musculaire trop rapidement puis d'avoir l'air d'un gars, justement, comme je m'excuse, là. Tu regardes Chris Bumstead dans les 5 dernières années, là, il a pas pris tant de masse que ça. Je sais même pas s'il a pris je sais même pas s'il a pris 5-10 livres dans les 5 dernières années, là. Mais il est sur le stock à côté, il a une génétique incroyable, il s'entraîne comme un déchaîné, il est super assidu. Il n'a pas pris tant que ça de la masse, là, dans les dernières années, du moins. Fait que toi, Mélissa, 22 ans, ou genre Mylène, 45 ans, qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui a jamais été une die-hard bodybuilder, non, je te confirme que tu prends pas de la masse si facilement que ça. Puis ça peut venir aussi du fait que ils se mettent peut-être à manger un surplus calorique. Puis ça pourrait être, ça pourrait être un autre sujet de podcast. Là, l'ampleur du surplus calorique n'est pas corrélée à l'ampleur de ta prise de masse musculaire. Exact. Mais tu sais, là, tu t'arrives en surplus, tu as plus de glycogène musculaire, ton surplus il est peut-être plus haut. Tu peut-être ben trop le week-end, quand tu ouvres la valve, tu l'ouvres solide. Tu n'as peut-être pas pris tant de masse que ça. Là. Dans le fond, tu as pris du gras, puis c'est peut-être ça aussi qui vient jouer à ce niveau-là. Ça se peut aussi, puis c'est drôle parce que la première fois que je me suis fait coacher, c'était par Anthony Campbell. Je sais pas si... Ouais. Probablement du monde qui sait c'est qui. Puis dans ce temps-là, avant qu'il commence à me coacher, j'étais consciemment, mais c'était pas entre guillemets dans la peur, mais je consommais vraiment pas tant de carbs que ça dans mes journées. Là. Je prenais peut-être si je prenais 150 grammes de carbs dans ma journée, c'était beau. Là. J'étais vraiment pas très high carbs pour un gars de plus ou moins 200 livres. Puis lui, il m'avait monté ça à 300 direct en partant. Puis tu vois, comme en l'espace de comme 3 semaines, j'avais gonflé. J'avais pas pris full masse musculaire. C'est juste que mes muscles étaient plus pleins. Fait que je paraissais physiquement vraiment plus musclé, entre guillemets. J'avais pas pris 5-10 livres de masse musculaire en 3 semaines. Mes muscles se sont juste remplis. Mais au look, c'est de ça que ça a l'air. Mais dans les faits, c'est pas une méga prise de masse que je viens de faire en 3 semaines. Fait que ça se peut qu'il y ait de ça aussi. Tu sais, quelqu'un peut-être qui est habitué de manger très très low carb, tu commences à monter ses calories majoritairement à travers ses carbs, ça va être comme « Oh mon Dieu, je prends tellement de masse musculaire! » Non, tes muscles se gonflent, c'est tout. T'es juste en train de les remplir. Tu viens pas de prendre 10 livres. Là. Fait que des fois, c'est plus difficile à juger aussi parce que le côté esthétique, juste visuel, tu sais pas qu'est-ce qui se passe en dedans, mais c'est physiquement impossible de prendre autant de masse musculaire aussi rapidement. Là. Next stop. Yes! T'as juste à devenir fort sur le Big Tree, squat, bench et deadlift. Bon commentaire pour quelqu'un qui fait du powerlifting, évidemment, mais vraiment ordinaire pour quelqu'un qui veut prendre de la masse. Change my mind. C'est quelque chose qu'on entend, je pense, encore beaucoup. Le squat, bench, deadlift, c'est comme le staple des entraînements, puis si t'en fais pas, t'es weird. Puis souvent, quand tu essaies d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a ce genre d'opinion-là, c'est rare que tu vas entendre des arguments très logiques ou très rationnels. Habituellement, c'est des arguments super émotifs, juste d'attache puis de biais par rapport à ces exercices-là parce que lui, il les aime ou elle les aime ou telle personne est devenue très massif puis cette personne-là en faisait.
l'argument que j'étais curieux d'entendre, c'est ouais, mais Tom Platt, il y avait des crises de quad puis il squattait. OK, il y avait aussi des très bons leviers pour squatter, fait que ça l'a aidé. Là, moi, je m'excuse, j'ai des leviers de merde, fait que je squatte pas, tu sais. Puis, tu sais, j'avais déjà eu des arguments avec du monde là-dessus en ligne parce que des fois, je m'abuse d'argumenter sur des posts. Puis, tu sais, il y a du monde qui me disait des fois comme ah, c'est sûr que c'est parce que tu squattais même pas 2 plates que tu chiales sur le squat. Je suis comme, moi, je répais 4 plates avant d'arrêter de faire du squat. Puis j'avais pas tant plus des grosses jambes. Je veux dire, j'ai pas des bons leviers, j'ai pas une super bonne mobilité au niveau des chevilles non plus. Fait que mon amplitude de mouvement est ordinaire. Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup de l'attache émotive qu'on va avoir par rapport au squat bench deadlift, mais que c'est vraiment pas adapté pour tout le monde. Il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Puis je suis pas en train de dire que tu ne peux pas bâtir de la masse musculaire avec ces exercices-là. Tu peux définitivement. Je suis juste en train de dire que c'est pas d'emblée la meilleure option que tu peux aller chercher. Tu sais, moi, le meilleur exemple pour moi, c'est le squat. J'ai une mobilité de cheville d'handicapé. Moi, faire un squat ass to grass, là, à moins d'avoir les talons vraiment surélevés, c'est impossible. Je suis fucking dominant de la chaîne postérieure. Puis même si je surélève mes talons, puis il y a bien du monde qui vont dire « Ah, ben t'as juste à surélever tes talons, ça va régler ton problème de mobilité. » OK, mettons que je prends ta logique puis que je fais ça, oui, je vais être un petit peu plus vertical. Oui, mes quads vont peut-être travailler un petit peu plus, mais à partir du moment où je me rapproche de l'échec, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Mes hanches vont shifter vers l'arrière, puis les fessiers vont finir par compenser pareil parce que je vais toujours être plus fort de la chaîne postérieure. Fait que si mon but, c'est de travailler mes quads, pour moi, le squat, c'est loin d'être le meilleur exercice. Si je voulais travailler ma chaîne postérieure, peut-être un peu plus. Si je veux mettre l'emphase un peu plus sur mes fessiers, pour moi, ça pourrait être une pas pire option. Mais si je veux mettre l'emphase sur mes quads, pour moi, le squat, c'est vraiment ordinaire comme option. Fait que je vais aller chercher plus du hack squat, je vais aller chercher du pendulum si je trouve un gym à quelque part qui en a, parce que Chris, il n'y a pas un gym qui a un pendulum au Québec. Je vais aller chercher du leg press, je vais aller chercher du leg extension, du CC squat, whatever. Ça, je vais travailler mes quads vraiment de façon efficace. Puis l'autre affaire qui arrive aussi, c'est que vu que je vais être sur une machine, je vais être beaucoup plus stable. Fait que quand je vais me rapprocher de l'échec, je vais pas avoir tendance à compenser avec un paquet d'autres groupes musculaires autour. Je suis fixe. C'est pas mal plus difficile de compenser. Je m'excuse, là. Un leg extension, quand tu te rapproches de l'échec, compense avec tes fessiers pour le fun. Tu lèveras pas plus. Un hack squat, même principe. Tu peux très légèrement, dépendamment du hack squat, compenser, mais ultimement, ça va être tes quads puis un peu tes adducteurs dans le bas du mouvement si tu vas vraiment super deep. Fait que je me dis purement en termes d'hypertrophie, je préfère aller chercher des exercices sur lesquels j'ai moins de risque de compenser avec les muscles que je ne vise pas nécessairement. Je vais aller chercher plus de tension ciblée sur le muscle que je veux entraîner. Puis je risque moins de compenser. Fait que non seulement quand je vais me rapprocher de l'échec, je risque moins d'aller chercher d'autres muscles, mais je risque moins de me blesser aussi. Tu sais, je veux dire, faire un hack squat all out, là, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu vas rester pogné en bas. Mm-hmm. C'est tout. Tu débarques après, puis c'est pas grave. Tu fais un leg extension, c'est quoi le pire qui va arriver? Ben, tu seras juste plus capable de le lever maintenant. Tes pieds vont rester en bas. C'est pas plus grave que ça. Même un CC squat, à rigueur, là, tu te tiens bien comme faut pour être le plus stable possible. Ce qui va arriver quand tu n'es plus capable, tu vas juste tomber ses genoux puis ça va arrêter là. Je veux dire, les risques de te blesser sont relativement minimes. Fait que versus un squat, puis je prends le squat, j'ai l'air de pâcher beaucoup sur le squat, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais exercice du tout. Mais tu sais, mettons le squat, OK, ben tu commences à compenser. Est-ce que tu as une hanche qui shift d'un bord plus que de l'autre? Est-ce que ton tronc shift vraiment vers l'avant, que c'est rendu que tu fais plus un good morning qu'un squat? Est-ce que c'est vraiment tes jambes qui te lâchent ou est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton dos qui finalement courbe puis finalement la barre te roule dans le cou? T'sais, je veux dire, il y a littéralement un gars qui est mort il y a une couple de mois parce que la barre il a roulé dans le cou parce qu'il était pas apte à comme juste pitcher la barre par en arrière quand il était plus capable de le relever. C'est vraiment de la bad luck. C'est pas quelque chose qui va arriver fréquemment, mais ça reste une possibilité. Pas mal plus difficile de se tuer sur un leg extension ou sur un hack squat. Fait que, c'est un petit peu le même principe. Pour un bench, mettons, tu t'en vas faire du bench, mettons, je sais pas, dans ton bench, tu arrives à la fin du mouvement, puis tu t'en vas de même, tu shakes ta vie, tu frises la crise d'épilepsie, puis comme la barre, elle spin d'un bord puis de l'autre, puis tu sais comme plus trop où t'en aller. Fais ça sur un machine chest press. Tu shakeras pas, là. Tu shakeras pas, c'est vraiment juste toi qui vas pousser la charge. Même principe sur un deadlift. Je veux dire, à un moment donné, il y a tellement de manières de compenser sur un deadlift. On a tous déjà vu des vidéos de monde qui ont l'air d'une tortue en faisant ça, parce qu'ils ont le dos, ben pas d'une tortue, mais d'un genre de chat qui est comme avec le dos super rond. OK,
ça travaille-tu vraiment ce que tu voulais travailler à la fin? Surtout qu'on sait que c'est plus tu te rapproches de l'échec, plus les répétitions deviennent efficaces. Fait que si plus tu te rapproches de l'échec, moins le groupe musculaire que tu essaies de travailler a de la tension parce que tu compenses avec d'autres muscles. Finalement, tu vas-tu hypertrophier ce que tu veux hypertrophier? Fait que, tu sais, encore une fois, j'ai vraiment l'air de bâcher. Je suis pas en train de dire que c'est des mauvais exercices. Si tu as envie d'en faire, tu peux en faire. Je dis juste que selon moi, pour beaucoup de gens, pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, le Big Three, c'est pas les meilleurs choix que tu pourrais faire. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est juste que c'est pas nécessairement les meilleurs. Pour prendre la masse musculaire. Pour prendre la masse musculaire, exact. Je veux dire, quelqu'un qui veut aller chercher peut-être un peu plus un développement athlétique, on va peut-être favoriser un petit peu plus de poids libre et des affaires comme ça parce que ça va peut-être être plus près de ce que ton sport te demande de faire. Quelqu'un qui veut faire du powerlifting, t'as pas le choix, faut que tu squat, bench, deadlift. C'est ça, tu sais, fait spécifiquement à l'hypertrophie, je pense pas que c'est la meilleure option. Puis il y a bien du monde qui vont entendre ça puis qui sont comme ah ben c'est juste parce que tu liftes pas. Ah, c'est parce que t'es tapette ou whatever, puis ils vont te sortir comme toutes les excuses ou insultes possibles et imaginables juste parce qu'ils ont un biais cognitif, mais sont jamais capables de le justifier au-delà de ça. J'ai encore à ce jour jamais entendu une explication rationnelle sur pourquoi on devrait favoriser ce genre d'exercice-là over, mettons, une machine ou whatever, purement en termes d'hypertrophie. Je pense que c'est peut-être les mêmes, les mêmes personnes qui donnent du cardio sur le Stairmaster. Peut-être. Je pense que c'est les mêmes. Non, mais parce que, encore une fois, je pense que ce qui est tough, là, c'est que le monde, ils vont dire mais ça marche, du cardio sur le Stairmaster. Ah, mais ça marche, le squat, check mes jambes. Mm. C'est pas une question de ça marche-tu ou ça marche pas. Si tu comprends la science, la physiologie et tout, je vais te l'expliquer pourquoi ça a fonctionné. Mm-hmm. Puis c'est pas parce que le squat est supérieur, genre, au hack squat. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est comme, ben oui, tu peux développer tes quads sur le squat, parce que si tu vas proche de l'échec, puis ta forme, elle reste belle, tu vas aller chercher des reps qui sont effectives, de la tension mécanique au niveau de tes fibres, puis ils vont se développer. Puis si tu augmentes de charge à tous les semaines, ben ça va. Un moment donné, tu vas grossir les jambes. C'est pas ça la question. Mm. La question, c'est si ton objectif, c'est de développer tes jambes, et c'est rien ça, ton objectif, ben ce qu'on sait, tu vas être mieux sur une machine à cause de la stabilité. C'est juste ça le discours, mais je pense que c'est ça. Encore là, le monde sont attachés à ouais, mais ça marche. C'est pas une question que ça marche pas, c'est une question de à quel point ça marche, puis à quel point ça marcherait mieux si tu avais une autre option. Je pense que Oui. c'est ça. Puis des fois, de le mettre avec du cash, c'est comme je te donne le choix. Soit tu te fais 10$ sur le coin de la rue, sur le coin du Mont-Royal, va rue Saint-Denis, check bien, on va pogner ça. Mm. Va sur la rue Saint-Denis, mets-toi sur le coin, fais-toi 10$. Ou va travailler 1 heure, fais-toi 10$. Oh, mais ça marche, rue Saint-Denis, mais ça fait 10$ en 3 jours. Tu comprends? C'est comme, ben Ah ouais. oui, ça va marcher, mais Chris, 3 jours ou 1 heure? 1 heure, mais c'est le même principe, selon moi. Avec le squat un peu plus hack squat, c'est comme, pas une question que ça marche pas, c'est à quel point ça va marcher, puis la rapidité à quel point tu vas aller chercher ton résultat. Ouais, C'est un peu exact. ce que même je le vois. Je pense que jusqu'à un certain point, il y a quand même le côté adhérence, on en parlait, là, comme si la personne Non, aime exact. vraiment ça, faire du squat, elle risque de se donner pas mal. Si la personne de hack squat, ça y fait chier, peut-être qu'elle va pas, elle va moins se donner. Fait que pour cette personne-là, peut-être que le hack squat serait plus bénéfique. Moi, c'est l'inverse. Tu me donnes du squat, j'ai envie de me gonner. Fait que je vais aller sur le hack squat à la place. Fait que, c'est sûr qu'il y a le facteur adhérence qui est là quand même. Fait que, tu sais, les personnes avec qui je m'obstinais des fois là-dessus, je dis pas qu'ils ont tort. Tu sais, si Ah, toi, tu exact. préfères faire le squat, fais-le, le squat, je m'en fous. Rendu là, si toi, t'es bien là-dedans, t'es bien là-dedans. Mais tu peux pas me traiter de cave juste parce que moi, je trippe pas sur le hack squat, puis que pour moi, pour l'avoir essayé, c'est loin d'être l'exercice le plus efficace. C'est pas vrai que le squat, c'est bon pour tout le monde, et pour tout le temps, puis pour tous les objectifs. C'est pas vrai. C'est juste une question d'essayer de l'adapter avec l'objectif de la personne qui est devant toi. Mon argument, c'est juste, justement, c'est pas nécessairement la meilleure affaire, puis de dire que d'emblée, ces 3 exercices-là, ça t'en prend absolument, que tout le monde devrait en faire tout le temps. Je suis pas d'accord avec ça. C'est tout le temps, c'est contextuel. 100%. Puis même, je suis tombé sur... ça a semi-rapport, mais je suis tombé sur une étude sur les powerlifters Mhm. de haut niveau. OK? Puis il voulait analyser c'est quoi la différence, genre, mettons, ceux qui faisaient le top 3 versus ceux qui étaient hors du top 3.
Puis ils ont remarqué que la masse musculaire par la grandeur, fait que le niveau de masse musculaire comparé par grandeur était plus élevé sur ceux qui faisaient le top 3. Donc, grosso modo, il était juste plus gros de Mhm. masse musculaire. Genre. Fait qu'il disait, un powerlifter, oui, il faut que tu squats, tu benches, tu deadlift, mais le reste de ton workout devrait majoritairement focuser à ce que tu deviennes plus gros. Ouais. Puis ça, j'étais comme, oh shit, c'est quand même fou parce que c'est pas nécessairement ça qu'on voit. On met 56 variantes pour essayer d'augmenter le lift primaire, mais dans le fond, si tu checkes les powerlifters de haut niveau, ce qui les différencie, le top 3 versus le reste, c'est qu'ils sont plus jack. Là. Ça m'avait vraiment frappé. Ouais, vraiment. C'est plus ou moins rapport spécifiquement avec ça, mais tu l'as probablement vu, là, il y a eu l'étude de squat versus hip thrust qui a été financée par Ouais. Brett Contreras, justement, il n'y a pas super longtemps qui est sorti. Puis, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont regardé sur 10 semaines un groupe de gens qui faisaient exclusivement du squat et un groupe qui faisait exclusivement du hip thrust. Puis ils voulaient voir lequel des deux qui procurait le plus de bénéfices en termes de hypertrophie au niveau du fessier spécifiquement. Ils ont pris des mesures sur plein d'affaires, mais c'était vraiment comme spécifiquement axé sur le fessier. Puis ils se sont rendus compte que les deux, après 10 semaines, avaient sensiblement les mêmes bénéfices en termes de prise de masse. Fait un squat, comme un hip thrust, c'était sur des gens qui n'étaient pas encore entraînés, par exemple. C'était pas du monde qui avait déjà de l'expérience. Fait du moins sur 10 semaines, sur ce groupe-là spécifique, les résultats étaient sensiblement les mêmes. Puis j'écoutais Brad Contreras, qui est littéralement l'inventeur du hip thrust, en parler dans le podcast de Mind Pump. Puis il dit, tu sais, pour que ça soit acceptable dans une étude, on n'a pas le choix d'égaliser le volume, right? Fait que, tu sais, c'était, je me souviens pas, genre 4 séries de peu importe combien de répétitions, genre 10 répétitions à faire 3 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'était 2 fois par semaine. Fait que mettons que c'était, on va dire des chiffres au hasard parce que je me souviens plus exactement, mais mettons c'est 4 séries de 10 2 fois par semaine. Ils disent on n'a pas le choix d'égaliser le volume pour ça. Ceci étant dit, si tu compares un squat à un hip thrust, c'est beaucoup plus facile de monter le volume sur un hip thrust que sur un squat. Ça va être beaucoup plus facile de récupérer d'un plus haut volume sur du hip thrust que sur du squat. Parce que c'est beaucoup moins technique, puis on va travailler dans une position qui est beaucoup moins étirée, fait que le dommage musculaire, qui est probablement la forme qui est probablement la forme la plus difficile à récupérer, du moins là, en termes de justement de récupération, c'est la plus lente. Fait que c'est plus facile de monter le volume sur du hip thrust que sur du squat. Faites du squat, demande à quelqu'un de faire du squat 4 fois semaine, ça se peut qu'il t'aime pas tant. Ça se peut que ça soit vraiment difficile à récupérer. Demande à quelqu'un de faire du hip thrust 4 fois semaine, ça va relativement bien. Fait que oui, à volume égal, ton hip thrust et ton squat donneraient sensiblement les mêmes résultats. Ceci étant dit, le hip thrust, on peut se permettre plus de volume et de quand même bien récupérer. Fait que peut-être que ton squat, tu peux juste en faire 2 fois semaine, mais si ton hip thrust, tu peux en faire 4 fois semaine, finalement, peut-être que le hip thrust serait supérieur en termes de développement du fessier. Puis ça reste des hypothèses. Faudrait actually le tester. Mais si on applique la logique qu'on est capable de récupérer du hip thrust plus facilement que d'un squat, mais si on est capable de monter ce volume-là, ben, on serait capable d'aller chercher plus de bénéfices en termes de développement du fessier. Fait que, pas pour dire que le squat est pas bon, juste pour dire que peut-être qu'il y a des alternatives qui sont plus efficientes, qui vont te faire économiser du temps aussi. T'sais. Fait que, il y a ça aussi. Les gens se plaignent constamment qu'ils n'ont pas des résultats assez rapidement. OK? Si je t'offre une possibilité de peut-être accélérer le processus, ouais, mais là, crime, tu m'enlèves mon squat, ça marche pas. Là. Tu veux-tu des résultats plus vite ou tu veux-tu des résultats plus vite? Fait que je pense que ben, tout le monde a des biais émotifs aussi jusqu'à un certain point aussi. Là. Ouais, 100%. Petite dernière, Yes. une heure et quart. OK, ça a été parfait. On n'a pas Parfait. passé tant que ça, en plus, on a vraiment de la jasette. Non, mais il y en a d'autres que je vais pas nommer parce qu'on a tellement déblatéré qu'on les a. On les a comme adressés On directement. les a adressés. Genre, tu sais, j'ai perdu tellement de fesses en cote. Il t'avait fait un thread là-dessus, mais on en Ouais. a parlé. Fait que. Le dernier, Jim Bro. Ça, c'est lui qui parle. OK, on va l'appeler Brogo. On s'en fout de la science. Les bodybuilders, dans le temps, avaient pas ça, puis ils étaient immenses quand même. Toi, tu réponds. Tu n'as pas tort, tu n'arrives juste pas à la bonne conclusion. Les études ne sont pas là pour nous montrer comment devenir plus gros qu'eux. Elles sont là pour nous donner des pistes à savoir comment se rendre là en le moins de temps et d'efforts possible. À partir de là, tu individualises l'approche en fonction de préférences personnelles.
Ouais, ben je pense qu'on en a comme un peu parlé dans l'autre point d'avant, mais je pense que c'est un peu ça. Tu sais, si tu regardes, exemple, Ronnie Coleman, qui est probablement le plus gros bodybuilder de tous les temps, tu regardes, mettons, Ronnie Coleman, puis il y a bien des affaires qu'on n'avait pas en termes de données scientifiques ou whatever dans ce temps-là. Est-ce que s'il avait appliqué des affaires qu'on sait aujourd'hui, il aurait été plus gros? Je pense pas. Je pense que Ronnie, je veux dire, il était le plus gros qu'il était capable d'être, mais le gars, il s'entraînait fort en tabarnak, il levait l'eau, il était super intense dans ses workouts. Il, fais, il faisait déjà tout ce qu'il pouvait faire avec le knowledge qu'il avait. Mais est-ce que s'il y avait, on hypothétise, mais mettons que s'il avait appliqué certains principes qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu être aussi gros en peut-être soit un petit peu moins de temps ou un petit peu moins d'effort? Peut-être, on le sait pas. Rendu là, je veux dire, on hypothétise. Mais l'idée, c'est pas d'invalider qu'est-ce que les anciens bodybuilders faisaient, parce que je veux dire, on serait vraiment cave de dire que ce qu'ils faisaient fonctionne pas. Je veux dire, ils sont immenses, là, je veux dire, ils sont parmi les plus gros humains sur la Terre. On peut difficilement dire que ce qu'ils font, ça fonctionne pas. Mais est-ce qu'il y aurait pas des méthodes, est-ce qu'on pourrait pas apprendre d'eux et appliquer peut-être des données qu'on a actuellement pour rendre ce qu'ils faisaient juste plus efficace? Fait que, tu sais, exemple, moi, un exemple que j'aime bien. Mettons, Ronnie Coleman, il était bien fort sur le bent over row. Il aimait bien ça faire ça. Ou genre du T-bar row, comme sur l'espèce de bar en landmine. Ouais. OK. Moi, je fais ça, là, mon bas de dos va me lâcher bien avant mon upper back. Fait que, est-ce que je pourrais utiliser la même intensité, mais de le faire sur un machine upper back row qui va être chest supported, qui va moins me demander au niveau du dos? Je veux dire, Ronnie, on aura beau dire ce qu'il veut, il le vélo en tabarnak, mais il y a aussi eu pas mal d'opérations au niveau du dos parce qu'il s'est pété le dos une couple de fois. Fait que je me dis, est-ce que je peux potentiellement peut-être limiter un petit peu les risques de blessure, aller chercher la même intensité, puis sensiblement les mêmes résultats, mais avec peut-être légèrement moins de demandes, je vais dire, systémiques? Peut-être. Tu sais, fait que je pense que c'est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui ont peut-être une approche un petit peu plus old school, qui se sentent un petit peu attaqués quand on va dire quelque chose de même, parce qu'ils ont l'impression que ça vient peut-être chercher une partie de leur identité, de dire que ouais, c'est pas la meilleure affaire que tu pourrais faire. Puis ils vont justement, c'est qu'ils vont avoir tendance à pointer beaucoup de bodybuilders qui vont avoir eu une approche comme ça. Puis jusqu'à un certain point, ils ont raison. C'est vrai que ces personnes-là ont été capables de devenir immenses avec des approches comme ça. Mais je pense que si on allait chercher une approche légèrement différente, on applique peut-être un petit peu plus de machines, peut-être un petit peu moins de volume, junk volume, puis un peu plus de volume efficace. Tu sais, qu'on limite justement les exercices qui sont peut-être, je vais dire en gros guillemets, moins optimales, qui vont peut-être avoir plus tendance à compenser avec d'autres muscles, puis qu'on va peut-être aller chercher des exercices plus stables. Tu sais, je veux dire, tu regardes des gars comme Dorian Yates, qui est probablement un des plus gros bodybuilders of all time aussi. Lui, il était beaucoup sur les machines. Il faisait une série à l'échec, des fois deux, mais lui, c'était comme. C'était pas une série à l'échec, c'était une série jusqu'à la destruction de ta vie. Là, genre, tu mourrais à la fin de ta série. Il s'entraînait 4 fois semaine, il s'entraînait 45-60 minutes max, puis il s'en allait. Là, c'était pas des gros workouts. Il était monstrueux pareil. Là. Fait que, clairement, ça fonctionne, ça aussi. Fait que, l'autre affaire aussi qui arrive avec ça, c'est que je pense que ce qui s'applique à un bodybuilder de très haut niveau, tu peux pas l'appliquer au monsieur, madame, tout le monde. Puis ça, c'est une affaire que beaucoup de gens ont tendance à oublier aussi. Un bodybuilder de très haut niveau a une génétique incroyable, une discipline incroyable, il s'est produit, il s'entraîne depuis des années, il fait ça de sa vie. Fait qu'il y a beaucoup plus de choses de son bord pour devenir le plus gros humain possible. Mais genre, Patrick, 33 ans, qui a 2 enfants, puis qui fait pas ça de sa vie, il veut s'entraîner 4 fois semaine juste pour être en meilleure shape. Ben, ça se peut que lui, faire du bent over row à 3 plates, c'est peut-être pas la meilleure idée pour lui parce qu'il y a déjà une job physique puis il y a d'autres affaires à faire de sa vie que d'être raqué du bas du dos, tu sais. Fait que peut-être que je vais le mettre sur une machine à la place puis on va aller chercher des résultats similaires avec peut-être un petit peu moins d'effort. Fait que, encore une fois, t'individualises. La personne, elle aime vraiment ça, faire du bent over row. J'en ai parlé avec Vicky Lupien qu'on avait reçu à notre podcast puis elle me disait qu'elle, elle attribue une bonne partie de son développement de dos au bent over row parce qu'elle en a fait beaucoup dans les 2 dernières années. Chris, elle l'a développé, son bent over row aussi. Elle l'a travaillé, puis elle a pris de la force là-dessus, puis son dos s'est développé. Je pourrais difficilement dire que ça n'a pas été efficace. On voit sa progression de dos dans les 2 dernières années. On la voit, la différence. Est-ce que ça aurait potentiellement pu être soit légèrement plus, ou plus rapide, ou moins forçant de le faire sur une machine qui était chest supported à la place? Peut-être. Rendu là, on le sait pas, on hypothétise.
Mais je me dis, c'est le genre d'affaire que, tu sais, je veux dire, je sais que tu as un peu cette approche-là toi aussi. On va essayer d'aller chercher la manière la plus efficiente possible pour essayer d'accommoder le plus possible des gens que nous autres, on travaille peut-être plus avec du lifestyle ou du moins, je vais dire de la performance, mais sans nécessairement que ça soit professionnel, mettons. Là. Je me dis, on essaye d'accommoder le plus possible pour que ça soit le moins d'efforts possible pour atteindre le plus possible des résultats similaires. T'sais. Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Tu veux-tu travailler 3 heures pour faire 10 pièces ou tu vas en travailler une? Tout le monde va me dire une parce que, comme, je veux dire, qui voudrait? C'est plus rapide. Ouais. Ça revient à ça un peu, tu sais, je la connais pas, Vicky Lupien, c'est la première fois que j'entends son nom. Fait que, Bon. tu sais, mais avec ce qu'on sait, je suis quand même capable d'expliquer pourquoi elle a développé son dos sur le bent over row. Sans la connaître, je pourrais te guesser qu'elle se donne quand elle s'entraîne. Elle pousse fort. Ben, tu sais, fort. Fait que, donc, elle se rend très proche de l'échec. Donc, elle va dans ses répétitions qui sont effectives. Puis, je suis pas mal sûr qu'elle lève plus lourd cette année qu'il y a 3 ans. Exact. Elle fait du progressive overload. Donc, après ça, c'est juste de... Quand tu comprends les concepts de base, tu es capable d'expliquer ben oui, c'est sûr qu'elle va, tu sais, mettons elle ou Ronnie Coleman, tu es capable d'expliquer pourquoi. Mais après ça, ça revient à ce qu'on dit tantôt. Tu veux-tu faire 10 piastres en 3 heures, faire 10 piastres en 1 heure? Puis là, on peut le mettre à des plus gros niveaux pour que ça frappe plus. Veux-tu faire 1000 piastres en 1 an ou 1000 piastres en 10 ans? Ouais. Tu vas choisir un an. Tout le monde. Fait que c'est un peu le même principe où je pense que c'est les bodybuilders, moi, je les vois comme qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux avec la science, qu'est-ce que je comprends, pourquoi lui a eu cet outcome-là. Mais la science aussi, elle évolue puis elle nous montre comment faire mieux. Puis thank God qu'il est là parce que sinon, je pense qu'on serait même pas là en train de se parler par Zoom si le monde n'évoluait pas. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est bon de dire ah oui, mais tu sais, check eux dans le temps, mais comme ça évolue pour le mieux, puis ça nous fait sauver du temps, puis tout est mieux. Fait que je pense que de rester trop émotionnellement attaché à ce qu'il s'est fait dans le temps, peut-être une erreur parce que on serait clairement pas ici s'il n'y avait pas eu d'évolution. Non, ben c'est ça. Puis c'est que j'ai l'impression que ce qui s'applique au bodybuilder, s'applique au bodybuilder, mais s'applique pas nécessairement pour le gen pop. Parce que, tu sais, s'il y a une affaire qu'on peut apprendre des bodybuilders que je pense qu'on devrait le plus possible essayer d'appliquer à tout le monde, c'est l'assiduité puis l'intensité. Tu sais, c'est du monde qui vont être ultra assidus dans leurs affaires, sont super sharp sur leur alimentation, sur leur stress management, sur leur sommeil, sur leurs entraînements, sur leur sommeil, sur leur whatever. C'est du monde très, très, très discipliné. T'as pas le choix. C'est 24/7 ce mode de vie-là, ceux qui compétitionnent professionnels. Fait que l'assiduité, c'est sûr qu'on peut... T'sais, on peut pas leur enlever. À un moment donné, t'as beau être... Je pense que c'est Mike Israetel qui disait ça. You can't out-science hard fucking work. À un moment donné, t'auras beau être le plus méticuleux dans tous les détails scientifiques possibles. Si tu t'entraînes pas fort, ça change rien. T'auras beau utiliser l'exercice le plus optimal pour travailler telle fibre spécifique de tel muscle. Si tu restes toujours à 10 reps de l'échec, là, tu travailleras pas grand-chose. Fait que l'assiduité puis l'intensité, je pense que c'est les deux affaires qu'on peut retenir le plus des bodybuilders. Mais au-delà de ça, tu regardes les entraînements que Ronnie Coleman faisait, si tu donnes ça à quelqu'un de Gen Pop, c'est sûr qu'il finit blessé dans un mois. Genre, il lève crissement lourd, il swing beaucoup sur des exercices qui sont plus instables, fait que les risques de blessure sont un petit peu plus élevés. Lui, il est capable de le tolérer parce qu'il est gros, massif, puis il fait ça depuis longtemps. Mais quelqu'un de Gen Pop qui commence à faire ça, il voit une vidéo YouTube, inspiration de Ronnie Coleman, ça va faire ça dans le gym après. Ça se peut que les résultats soient un petit peu moins clean. Fait que je pense que de regarder qu'est-ce que les bodybuilders de très haut niveau font, ça peut être bien pour se donner une bonne idée de quoi ça peut avoir l'air quand tu es à un niveau élite. Mais de prendre pour acquis que c'est automatiquement le genre d'approche qu'on devrait faire pour tout le monde, je pense que c'est pas la bonne approche. Christian Thibodeau en avait parlé, il était au CrossFit Games à un moment donné avec un de ses clients, puis il y avait Matt Fraser à côté, qui était four-time champion à ce moment-là. Il dit, juste avant sa compé, il est en train de manger un trio Big Mac, là. Pas parce que manger un trio Big Mac, c'est la meilleure affaire que tu pourrais faire avant de manger une compétition, avant d'aller faire une compétition CrossFit, là. Mais il y a du monde qui sont juste des genetic freaks puis sont capables de se permettre ce genre d'affaires moins optimales que ça et quand même être la meilleure personne dans la place. Ouais. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde qui a une génétique bien ordinaire, ben là, t'as pas le choix de faire des choix qui sont peut-être un petit peu plus, entre guillemets, optimaux pour essayer d'accélérer le processus le plus possible. Fait que, dans tous les cas, être trop pointilleux sur les détails quand la grosse base n'est pas là,
Tu manges-tu comme faut dans la grande majorité du temps? Tu manges-tu assez la majorité du temps? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que ton stress est comme through the roof ou est-ce que finalement, comme tu es capable de bien gérer ça, est-ce que tu t'entraînes fort? C'est pas une question de s'entraîner beaucoup, une question de s'entraîner fort. Puis est-ce que tu récupères de tout ça? Puis est-ce que tu le fais sur une période assez longue pour dire que tu vas être capable d'avoir des résultats? Tu t'entraînes comme un déchaîné un mois. Ouais, OK, tu vas avoir un petit peu de résultats, mais il faut que tu le fasses pendant des mois et des années et des années et des années. Là. Fait que je pense que c'est l'espèce d'entre-deux qu'on doit essayer d'aller chercher. Là. Comme on s'inspire un peu des bodybuilders pour savoir qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Après ça, on essaie de voir comment on peut l'adapter pour le monsieur, madame, tout le monde. Ça m'a fait penser, Alex Hormozy, il y avait une quote, puis lui, il a des estis de bons mollets. Ouais. Puis il disait, genre, voici comment grossir tes mollets pour en avoir comme les miens. Puis là, il disait, genre, comme, va à l'échec, progresse à toutes les semaines, mange assez. Puis là, il y avait, genre, plein de points vides. Puis le dernier, c'était marqué, attends 10 ans. Ouais. Puis là, tu vas l'avoir. Puis j'étais comme, mais c'est ça pareil, tu sais, Ben c'est oui. comme, c'est du hard work, c'est genre du boring hard work. C'est pas fancy, là. Ouais. C'est boring as fuck, là. Va à l'échec, progresse à tous les semaines, mange assez. Puis tout le reste que t'as dit, là, le stress, le sommeil, etc. Mais Ouais. c'est boring as fuck, là. Ouais. C'est pas fancy, c'est pas je prends pas un supplément licorne, whatever. Mais c'est comme boring work sur une période de temps assez longue. Et voilà. Ouais. Tu l'as. Fait que. C'est plate, mais c'est ça. Puis jusqu'à un certain point, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est, tu sais, mettons, tu regardes un bodybuilder quelconque ou un fitness model quelconque, puis t'es comme, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'air de ça? Choisis des meilleurs parents. C'est plate, mais c'est ça. Il y a quand même une grosse partie génétique dans le côté esthétique. Fait que, je veux dire, c'est plate, mais j'aurai jamais la shape à Sibum. T'auras jamais la shape à Sibum. Comme, c'est plate, mais c'est ça. Même si tu te donnais all out pendant 10 ans avec tous les produits que tu veux, tu te cheatais jamais, tu pousses à l'échec comme tout. T'auras jamais la shape à Sibum. T'as pas la génétique à Sibum ou Ronnie Coleman ou Jay Cutler, whatever. On n'est pas ces personnes-là. Il y en a qui ont juste génétiquement des shapes pour se rendre là. Je m'excuse, mais tout le monde qui se ramasse sur le stage à l'Olympia là, sont génétiquement gifted. Mm-hmm. Oui, il y a du gros hard work. On peut jamais l'enlever parce qu'une génétique, ça peut. Tu sais, mettons, le génétique, c'est. Mettons, ce que tu loads dans ton gun, puis ton assiduité, puis l'intensité que tu vas mettre là-dedans, c'est toi qui tires sa gâchette. Fait que t'as beau avoir le meilleur gun au monde, si tu tires pas avec, il ne sert pas à grand-chose ton gun. C'est le même principe. Fait que ça, c'est du monde qui avait une génétique incroyable, qui ont tout fait pour essayer de l'exploiter le plus possible. Mais t'auras beau essayer d'exploiter ta génétique le plus possible et de mettre tous les efforts dedans, c'est une génétique de chihuahua, tu vas juste avoir l'air d'un plus gros chihuahua. Maintenant. Sur ça, 1 heure et demie. Quand même. OK, on a fait quand même pas mal. Continue de faire des threads. On va faire un autre, c'est bon. Faire un autre parti pour ceux qui veulent te suivre aussi, savoir c'est quoi les prochains projets qui s'en viendraient de ton bord. Ça ressemble à quoi? Oui, si vous voulez me suivre, bon, je travaille avec Body Mechanics. On est une genre de coalition d'entraîneurs finalement qu'on travaille tous ensemble. On va sortir des formations pour ceux qui aimeraient débuter une carrière en tant qu'entraîneur. Fait que c'est une formation niveau 1, disons. Fait que ça soit que tu veuilles commencer ta carrière en tant qu'entraîneur ou juste en apprendre un peu plus sur entraînement, alimentation, mode de vie et tout, ça va sortir très très bientôt. Fait que restez à l'affût pour ça. On va sortir la date officielle bientôt. Ça va tout se faire en ligne aussi 100%. Fait que tu le fais à ton rythme puis tu y vas comme tu veux. Sinon, je suis co-host d'un podcast avec ma très bonne amie Jessie Lee qui s'appelle Woke Up and Chose Violence. Fait que podcast de fitness aussi, on adresse un petit peu tout, on reçoit plusieurs invités, puis on parle de tout ce qui est fitness related avec une touche un petit peu plus sarcastique, crue, et parce qu'on a tendance à être un petit peu violents nous autres aussi. Fait que je vous le rappelle, ça s'appelle Woke Up and Chose Violence. T'es facilement offusqué, c'est pas la place pour toi. Fait que disponible sur YouTube, Apple Podcast, puis Spotify. Puis sinon, ben mon TikTok, Instagram, Coach Sim, BM, je poste plein de contenu là-dessus. Là. Beaucoup plus Instagram que TikTok. TikTok, j'essaie de m'en tenir loin, mais je poste une vidéo puis je m'en vais après. Mais Instagram, je poste pas mal plus de trucs. Cool. Un gros merci, puis à une prochaine fois. Ben oui, hey, merci à toi, c'était cool.